courte introduction parce que j'ai vraiment envie de vous entendre parler et d'entendre vos réactions et vos points de vue ce soir. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Dominique, je suis basée à Bruxelles et comme beaucoup d'entre vous, on a vu le reportage, enfin le documentaire sur France 2, voilà, on a eu des réactions, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup d'encre à couler sur ce documentaire. Vraiment des points de vue complètement différents au sein de la communauté, en dehors de la communauté. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que j'ai entendu beaucoup parler en France. J'ai pas tellement vu de réactions, je vais dire de manière un peu publique en Belgique, en tout cas dans mon réseau. Et j'avais envie d'en discuter avec vous ce soir et de voir aussi voilà est-ce qu'on s'est reconnu là-dedans, est-ce qu'il y a des similarités, est-ce qu'il y a des choses voilà, qui ont choqué, pas choqué, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui manquaient peut-être aussi dans ce documentaire. Voilà, je vois que Média, tu t'acquiesces. Donc voilà, je propose peut-être que vous vous présentiez tous les deux déjà, et puis qu'on commence la discussion. Et voilà, je veux encore saluer tous les gens qui nous rejoignent. Je vois encore qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Bienvenue, welcome. Média, vas-y. Bonjour à tous. Donc moi je suis médiatrice Mouja Maria. Je suis la fondatrice de Little Africans, qui est une jeune maison d'édition indépendante belge spécialisée donc dans la littérature jeunesse avec des personnages afro. Voilà Cool, pour la super, merci. présentation. Merci, Média. Bon, écoute, on va demander à Amadou aussi de se présenter, puis après, je vais vous demander à chacun un petit peu de partager comme ça déjà votre ressenti, votre réaction sur le doc, hein. Vas-y, Amadou, si tu veux te présenter, hein. Bonjour à tous, merci beaucoup Dominique pour l'invitation. Je m'appelle Amadou Sow, je travaille en tant que directeur associé dans une boîte pharmaceutique. Je suis basé normalement en Suisse et ma famille elle est basée en Belgique. Et voilà, All right, cool. au plaisir d'être là. Bah, ça fait plaisir de vous avoir et c'est aussi des points de vue intéressants. Vous avez tous les deux une carrière corporate, médiatrice, elle a en parallèle aussi une carrière d'entrepreneuse et de créative aussi. Donc c'est intéressant de voir de tous ces points de vue-là un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et je crois que de nous trois, il n'y a personne qui est né en Belgique, hein. On a grandi peut-être ici, mais voilà, on fait les études, mais il n'y a aucun de nous trois qui est né en Belgique, hein. Mais vas-y, médiatrice, si tu veux partager un peu ce que tu as pensé comme ça. Alors déjà moi le reportage j'ai pas pu le regarder en live donc le jour où il a été diffusé, mais j'ai pensé à l'enregistrer pour le suivre quelques jours plus tard. Donc moi entre-temps donc j'avais eu déjà le retour des gens. Donc j'avais un petit peu une idée de ce que j'allais voir, hein. Alors maintenant, pour la petite histoire, moi non plus, moi, je suis pas née en Belgique. Je suis née au Rwanda, vécu au Congo pendant mes 12 premières années. J'étais en Afrique. Je suis arrivée en Belgique à 12 ans. Mais ça n'empêche que le reportage, enfin, on se retrouve quand même dans ce reportage. D'ailleurs, merci d'organiser ce live. Parce qu'en fin de compte, on parle de noirs en France, mais noirs en Belgique, c'est exactement la même chose. On a vécu les mêmes choses, c'est la même histoire. Et donc dans ce reportage, on s'y reconnaît énormément et surtout, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'au fil des années, on a l'impression que rien ne change et que ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu ressentir à l'époque où on est arrivé en Belgique, je parle pour moi, hein, il y a plus de 20 ans, on le voit se reproduire chez nos enfants qui, eux, sont nés ici en Belgique. C'est qu'en fin de compte, l'évolution, elle est là, mais elle est hyper lente. Elle est hyper lente et c'est à nous, à un moment donné, de trouver des solutions, apporter des outils et faire des choses pour que ça avance. Et là, donc, je rebondis directement sur ce que tu as dit, Dominique, tout à l'heure, mais je pense qu'on va en parler plus longuement, hein. Ce qui manquait dans le reportage, mon plus gros ressenti, c'est qu'il manquait justement de montrer un petit peu tout ce qui a changé quand même, ce qui a évolué, ce qui a été fait depuis ces 20 dernières années, ces 10 dernières années, parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui malheureusement sont passées un petit peu sous silence. On n'a rien vu, comme si c'était juste un constat et que voilà, il n'y a rien qui est fait. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti à chaud comme ça. Ok, merci, Je merci sais pas si médiatrice. d'autres personnes, oui. Mais écoute, je vais prendre un peu aussi comme ça, genre le top level la top level réaction d'Amadou, puis on peut creuser sur quelques-uns des points que tu as soulevés maintenant. Dis-moi, Amadou. Oui, je l'ai regardé, je l'ai pas totalement fini. Ils étaient à la phase de discussion ou quand j'ai quitté. Euh, Moi, je l'ai trouvé très bien, très bien. Dans quel sens? Très bien parce que c'est pour une première fois que l'on a ce genre de reportage sur une chaîne comme France 2.
ça permet de montrer aux gens un tout petit peu naïfs, disons, la génération 1995 à la génération postérieure, donc les jeunes, que leurs amis, leurs collègues vivent des trucs que peut-être ils n'en parlent pas et qui est une réalité. Ce que j'ai pas du tout, ce que j'ai pas apprécié dans le reportage, c'est que le reportage il est focalisé un tout petit peu sur la première génération en fait, ou la deuxième génération de gens qui sont arrivés en France, ceux qui il y avait des hauts fonctionnaires dans le reportage, mais le reportage était beaucoup plus focalisé sur, disons, des gens comme ma mère qui était voilà, femme de ménage, les gens comme mon père ou mon grand-père qui n'étaient pas lettrés à leur époque, au moment où ils arrivaient en France. Donc, c'est vraiment pas la génération, disons, qui fait un tout petit peu ressortir ce côté égalitarisme entre nous, issus de la diversité et les autochtones, si je peux bien me permettre de le dire, si je peux, disons, appuyer un peu sur le cliché. Voilà, la deuxième génération, comme tu l'as dit tout de suite, la deuxième génération et la troisième génération, c'est une génération qui, certes, vit le racisme, mais qui essaye de le changer au jour le jour, qui ne laisse pas passer en le racisme. Et deux, c'est une génération qui est lettrée, qui essaye d'occuper des postes vraiment de haut niveau. Donc, c'est des hauts cadres qui essaient de faire changer les choses, même s'ils n'ont pas accès aux mêmes chances que quelqu'un qui, voilà, qui est de pure souche française, comme ils aiment bien le dire. Et moi, ce qui un tout petit peu m'a choqué, c'est qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas étayé le côté négatif que le système a inculqué à cette nouvelle génération qui va venir. Disons, les enfants, ils ont envoyé un pédopsychiatre. Je me suis demandé à un moment donné, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, quoi? Elle disait pas grand-chose. Et c'est là que ça doit se passer, en fait, cet aspect éducationnel. Moi, je suis arrivé en Belgique il y a une dizaine d'années. Au premier jour, j'ai été confronté au racisme, mais pour moi, voilà, je suis assez fort mentalement pour passer au-delà de tout ça. J'ai commencé vraiment à m'engager dans ce truc quand mon enfant, qui a 5 ans, à l'époque, il avait 3 ans, il est revenu en pleurs pour me dire que personne ne veut jouer avec lui dans la cour de récréation. Alors là, je me suis dit, ben, alors, là, il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème. Si un enfant de 3 ans revient à la maison parce qu'il a été victime de racisme d'un autre enfant de 3 ans, là, le système, voilà, il est fait pour, quoi. Il est fait pour, et c'est là qu'on va travailler pour faire changer les choses. Et au-delà de ça, son idéal dans la peinture, c'était l'enfant rose. Voilà, il peignait tous les enfants en rose, et il avait du mal à peindre un enfant chocolat ou un enfant noir, quoi. Alors, tu te dis, après, tu prends un pas de recul et tu réfléchis, tu te dis que tout le système, il est fait pour. Moi, voilà, ça a été un tout petit peu le réveil pour moi, mais pour revenir un tout petit peu à ce reportage, je trouve que ces aspects-là ont manqué un tout petit peu, même s'ils ont montré ce reportage où ils ont fait, voilà, la sélection de la poupée. Euh, oui, and so what? En fait, j'ai envie de dire. Vas-y, développe. Pourquoi? C'était quoi ta réaction à cette Ma expérience avec la réaction, l'expérience, elle est choquante, hein, de voir un enfant noir qui considère que l'idéal c'est l'enfant rose. En fait, c'est choquant, mais ils n'ont parlé d'aucune perspective de solution éventuellement pour réguler, enfin pour gérer ce genre de problème. Pas de conseils pratiques, par exemple. Il y avait une pédopsychiatre, par exemple, qui pouvait dire, moi, je dirais voilà, aux familles, la diversité, ça commence dès le bas âge. Mais j'ai pas entendu ce genre de commentaires. Alors que c'est là qu'on devrait un tout petit peu
se Médiatrice, je focaliser. vois que tu veux, je vois que tu Je lève la main de manière très, très studieuse parce que je n'aime pas couper la parole, mais pour rebondir à ce que tu viens de dire, effectivement, ça aurait été aussi intéressant de faire la même expérience avec des enfants non noirs, des enfants blancs, pour voir s'ils ont aussi cette vision négative de l'enfant noir. Parce que les enfants qui subissent le racisme à l'école, ils le subissent par d'autres enfants qui eux aussi ont des a priori sur les étrangers. Ces a priori-là, où est-ce qu'ils les apprennent? Comment est-ce qu'on peut les déconstruire et qu'est-ce qui peut être mis en place aussi pour éduquer ces enfants-là? Parce que le travail ne se fait pas uniquement chez nous, mais aussi chez l'autre. C'est ensemble qu'on va pouvoir avoir un travail efficace contre le racisme. Donc, je te redonne la parole. Je voulais juste un petit peu Oui, oui, t'ajouter ça. exactement. En fait, ce genre d'expérience a été déjà, l'expérience a été déjà faite aux Pays-Bas, où où ils ont étudié chez les enfants non seulement issus de la diversité, mais chez les enfants qui ne sont pas issus de cette diversité. Et la réaction, elle est la même chez tous les enfants. En fait, tout part de cette représentation qu'il y a. Regarde, par exemple, tu as du mal à trouver un dessin animé qui correspond à tes enfants. Moi, j'ai des dessins animés ici qui sont tout pourris, où tout ce qui est mauvais, c'est noir, en fait. Tout ce qui est mauvais, c'est noir. Et tu as cette représentation. Et ici en Belgique, pire que ça, tu as cet ancrage culturel avec cette fête de Saint-Nicolas qui fait que avec moi, le blackface. voilà, avec le blackface. Moi, je viens de Deinze. À Deinze, c'est à côté de Gand, quelque part dans le nord. Tu compteras les noirs sur les bouts des doigts et imagine-toi, tu as des enfants qui ne sont pas exposés à cette diversité-là, si ce n'est à l'école avec leurs amis de 3 ans qui sont métis ou qui sont noirs, mais la seule grande personne noire qu'ils voient, c'est le Zwarte Piet une fois par an, quoi. Et ce Zwarte Piet, il est dépeint d'une façon, et tu me diras. Et ensuite, l'autre noir qu'il voit, c'est à la télé. Les dessins animés, c'est le méchant. Voilà. Et donc, du coup, cette, voilà, cette représentation que l'on fait de cette peau noire influence les enfants. Le système aussi influence les parents qui éduquent les enfants voilà, vers cette direction-là. Et moi, j'habite en Flandre. Voilà, j'ose même pas le dire, j'ose même pas y penser que 40 à 50% des gens, c'est des gens de l'extrême droite, quoi. En tout cas, c'est ce que les votes suggèrent. Oui, c'est ce que c'est ce que les Et modélisations voilà. suggèrent. Ouais. Et voilà. Donc, Moi, j'ai une nous, question. Oui, pardon, on a fait une note, oui. excuse-moi, on a fait une lettre, par exemple, au directeur de l'école, le directeur de l'école, où on lui a dit que cette fête de Saint-Nicolas peut être faite autrement pour inclure tout le monde et que tout le monde se sent représenté. En gros, il nous a envoyé bouler, quoi, pour nous dire que c'est leur culture, quoi. C'est très Et fortement. c'est, Mais voilà. c'est ça, et c'est un peu le point que je voulais soulever, c'est que je trouvais que dans le documentaire, on mettait en avant les expériences individuelles de la part de la personne qui est auteur d'un acte raciste ou d'une parole raciste. C'était très individuel. C'était, oh, ils sont quand même méchants, il y a encore des vilains racistes, etc. Et il n'y avait pas du tout une conscientisation de la responsabilité collective qu'on a. Et c'est là où, quand tu parlais un peu de l'impact systémique, etc., c'était pas abordé de cette manière-là. Or, effectivement, pour moi, si ces comportements individuels très crasses peuvent encore au jour d'aujourd'hui avoir lieu, c'est parce qu'il y a tout un système qui est assez tolérant de beaucoup, beaucoup de choses, et notamment, oui, au niveau de la représentation. Tu parlais de l'enfant rose. Euh, et voilà, on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai eu une discussion notamment hier au sujet de l'école et de l'encadrement psychomédico-social à l'école, et notamment les tests qu'on peut faire aux enfants et alors les diagnostics qu'on peut poser suite à ces tests. Et j'ai eu de first hand l'expérience avec mon fils où effectivement on lui montre un dessin où il y avait effectivement une personne plus petite, une personne plus grande de sexe masculin, mais avec des cheveux lisses, même si c'était encore le dessin n'était pas très 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 détaillé, mais on voit que c'est une représentation eurocentrée. Et donc, mon fils dit garçon ou monsieur. Et la dame lui dit ah non, papa. Et alors, elle prend une note, elle a l'air de dire il a mal répondu. Je l'ai regardé, j'ai fait mais vous savez, chez moi, papa, il ressemble pas à ça. Donc, je veux dire, c'est un exemple, c'est une anecdote, mais c'est pour montrer, voilà, c'est juste un des exemples, un de nombreux exemples qui montrent qu'effectivement, il y a tout un pan de la population, des gens de la communauté qui ne se voient pas
représentés dans les normes, dans ce qui se fait dans la société. Et ça peut paraître anodin, mais ça participe de la construction identitaire des enfants. Et voilà, donc ça aurait été intéressant dans ce documentaire, effectivement, et je vous rejoins sur ça, de pouvoir aborder cet aspect. Mais bon, ça engendrerait du coup d'autres d'autres questionnements et d'autres responsabilisations que peut-être n'étaient pas compliqués à aborder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais dis-moi justement, médiatrice, toi, dans le travail que tu fais justement avec Little Africans, on est un peu sur ça en fait. Hein. Oui, 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 tout à fait. Donc, ce sont des livres avec des personnages non blancs, des personnages noirs essentiellement comme personnages principaux, tout simplement parce que je me suis rendu compte, et je crois que beaucoup de parents aussi s'en sont rendus compte, il est important que les enfants voient des représentations qui leur ressemblent et des représentations positives. Alors, j'insiste là-dessus parce que des livres avec des personnages noirs, il y en a, mais souvent faits par des maisons d'édition ou des auteurs ou des illustrateurs qui ne sont absolument pas noirs, et on y retrouve malheureusement des stéréotypes, hein, des stéréotypes, des idées reçues sur les Noirs. Et tout ça participe à véhiculer des images qui ne sont pas réelles de la communauté noire. Donc la raison pour laquelle je tiens à faire mes livres avec des personnages noirs, avec des auteurs noirs, c'est que on parle de ce qu'on connaît. Et pour nous, il est important que non seulement les enfants noirs aient accès à ce genre de livres parce que ça va leur aider dans leur propre construction, mais j'appuie et je le répète, il est super important que même les enfants non noirs aient accès à ce genre de livres justement pour les habituer à la diversité, pour bien leur montrer que dans la diversité, il y a de la force et que même un enfant blanc peut tout à fait se reconnaître et s'identifier à un personnage qui ne lui ressemble pas complètement, mais qui vit les mêmes histoires que lui, qui vit les mêmes aventures que lui, qui se disent, bah, finalement, bah, le monde, il est coloré et il est très bien comme ça. Donc, pour moi, c'est un travail essentiel qui est nécessaire. Et bon, c'est ce que j'essaye de faire avec les livres de Little Africans. C'est ça, parce que ces enfants sont les futurs collègues, Tout à fait. Tout médecins, à fait. dentistes, que sais-je, recruteurs ou bailleurs d'appartements. Et toutes ces expériences je veux dire, confronter finalement les individus les uns avec les autres, ben, elles vont être nourries de toutes les expériences qu'ils auront pu faire et de tout ce qu'ils auront surtout internalisé Ah, tout à fait, tout à fait. au cours de leur enfance et de leur jeunesse. Complètement, complètement. Et je ne sais pas si tu voulais rebondir sur, il y avait Amadou notamment, justement tu parlais des enfants qui sont métissés. Est-ce que dans la représentation par exemple du couple mixte qu'il y a eu, et je sais qu'il y a d'autres personnes derrière qui ont aussi envie de commenter sur la chose, est-ce que tu t'es senti, est-ce que tu t'es reconnu, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué dans ce qu'on a entendu? Euh, moi, je donne tout le crédit, en fait. Tout le crédit, je donne à France 2, je donne au reportage parce que c'est un début à tout, en fait. Il faut qu'il y ait un début à tout. Faut pas bâcher ce reportage. Je pense que pas du tout. À l'heure à laquelle le reportage a été publié, la façon dont ils en ont parlé des semaines, des jours avant la publication, je trouve que c'est un effort qui mérite d'être souligné. Certes, oui, le reportage n'était pas parfait, mais on ne peut pas faire un reportage parfait voilà, au premier coup, quoi. C'est sur France 2 quand même, quoi. C'est l'une des chaînes les plus regardées en France qu'on ose parler de ce genre de trucs. Parce que la France, c'est un pays qui est assez, voilà, où tout le monde pensait, tout le monde pense de l'extérieur, si ce n'est ceux qui le vivent, que la France, c'est un pays qui est assez diversifié. C'est un pays où la culture de l'autre est acceptée, alors que la réalité peut être totalement différente quand tu le vis au jour le jour. Voilà, moi j'ai des collègues, mon meilleur ami, il est français d'origine, il est franco-portugais et grec en même temps. J'ai essayé de lui parler un tout petit peu de ce problème-là parce qu'il est le parrain de mon deuxième enfant qui a 3 ans. Et il était vraiment mal à l'aise. On en est venu à se raccrocher au téléphone, quoi. Donc, il m'a raccroché au nez, quoi. Et c'est mon meilleur ami. Ça fait 10 ans qu'on est amis ensemble. Donc, c'est pour dire que, Quand tu lui as parlé euh, du reportage? non, je lui ai pas parlé du reportage. Je lui parlais de cette histoire de Zwarte Piet et de trucs. Donc, du coup, lui, c'est un homme cultivé, c'est un homme qui a fait l'université, mais il n'est pas à l'aise à discuter de ce genre de sujet. Et après, il s'est rendu compte que, ben voilà, il y a le white, comment il dit ça, white, Ouais, privilège.
il y a White fragility, dans le ce white cas-là, c'est plutôt fragility. ouais, c'est C'est ça. ça, Ouais, le white fragility. fragility fait que ben, ceux ceux qui acknowledge, donc ceux qui disent qu'il y a ce problème, ils n'osent pas s'investir dans une recherche de solution et les autres fuient carrément le problème. Donc, du coup, ce genre de reportage sur France 2 va ramener un tout petit peu les gens autour de la table pour pouvoir en discuter parce que la solution, nous, on détient 70% de la solution. Il y a les 30% de la solution qui est détenue par d'autres personnes qui ne sont pas issues de la diversité. Donc, on a beau faire tout ce qu'on veut, si on n'est pas supporté par, disons, voilà, par l'autre frange de la population, on aura du mal, ça prendra du temps. Ce qui peut accélérer la chose, c'est que tout le monde se mette autour de la table et commence à parler de ce problème-là, quoi. Donc, moi, je donne le mérite à France 2 au reportage. Certes, il n'est pas complet. Il a le Voilà. mérite d'exister. Maintenant, c'est sûr qu'il aurait pu être. Exactement. Exactement. Il est loin d'être Exactement. parfait, effectivement. Mm. Mais Exactement. c'est vrai que c'est un peu le souci avec cet exercice. C'est un format hyper limité. Tu as une audience aussi qui est clairement euh, voilà, un target d'audience. Et donc, il faut aussi pouvoir parler de manière audible. Et l'exemple de ton ami le montre bien. Voilà, c'est difficile parce que quand tu te dis, on est en 2022, nous, tout ce qui s'est dit là, personne, ni toi, Média, ni toi, Madou, ni aucune des personnes noires qui nous écoutent aujourd'hui, ont été surprises ou choquées de ce qu'elles ont entendu, si ce n'est du fait que, oh my God, je me souvenais même plus de ces trucs-là. Ça, oui, tu vois ce que je veux dire? C'était à ce point-là, je me rappelais même plus. Mais ça, rien de nouveau sous le soleil. Mais en revanche, c'est de se dire, ouais, on en est encore à devoir expliquer ça en 2022. C'est compliqué. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, sur ce point-là, effectivement, on a de l'impatience, mais s'il faut encore l'expliquer, voilà. Mais il ne faut pas que ça soit un truc où on tourne en rond. Et c'est là où, comme tu dis, médiatrice, l'absence de présentation de solutions et de mettre en lumière des gens qui sont force de proposition a manqué certainement. Pour pouvoir justement, ok, comment on sort de ce catch-22? Parce qu'on en est encore à la limite à interviewer des gens en micro-trottoir avec la dame âgée qui dit qu'elle ne voudrait pas que sa fille se marie avec un noir parce que café au lait, c'est indigeste. Enfin, je veux dire, mais t'en trouveras encore, tu vois. Si tu Ouais. vas te glisser sous certains forums comme ça, tu vas vite comprendre que ça existe encore, hein, clairement. Exactement. Donc, Exactement. ouais, ouais. Je vais peut-être Et demander, mais allez-y, vas-y, parle, je vais peut-être demander il y à a, il y a eu, il y a eu, Greg il y a de eu des réagir. avancées en France parce que si on a quand ils ont comparé un tout petit peu il y a 20 ans ou il y a 40 ans et maintenant, l'avancée, c'est que le politiquement correct a pris le dessus un tout petit peu parce que maintenant, les gens ont un tout petit peu peur disons, de se faire reprocher voilà, d'être raciste. Donc, le politiquement correct a primé, même si, in fine, la culture n'a pas bougé tant que ça. Mais pour revenir un tout petit peu à la comparaison France-Belgique, je pense que la Belgique un tout petit peu, voilà, ferme les yeux quand ça arrive un tout petit peu à ce genre de choses. La France commence un tout petit peu à affronter ce genre de discussion, mais en Belgique, on en est très très loin, quoi. On en est, voilà, en Belgique, ici, chaque week-end, quand il y a un match de foot, il y a des cris de singes qui sont dirigés envers des footballeurs. Ça, c'est des trucs qui n'existent plus en France. C'est des trucs qui existent en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, mais c'est des trucs qui n'existent même pas en Allemagne, quoi, en fait, hein. Voilà, il y a 2 semaines, Vincent Compagnie Ouais. voilà, se faisait jeter des bananes et se faisait des cris de singe ici en Belgique. La France a un tout petit peu évolué par rapport à ça. Et les deux pays ont des antécédents De de colonisation. pays colonisateurs, quoi. Donc, voilà, faut quand même donner ce mérite à la France. Et en Mais est-ce Belgique, faut que, se et dire là je qu'il pense que, excuse-moi, mais je pense que justement sur cette question-là, est-ce que c'est dans la forme ou c'est dans le fond? Parce que on en parle aussi avec Lison par rapport au UK, parce qu'elle est française, elle habite en UK.
de se dire est-ce que finalement c'est la forme de l'expression de ce racisme, mais finalement quand tu regardes, est-ce que c'est pas des formes plus polies, plus subtiles, un peu plus hypocrites Mais, peut-être? mais oui, certes, c'est la forme, c'est la forme. Le fond ne change pas, mais une fois que ça devient socialement inacceptable Oui, de le faire, la culture va le suivre en fait. Et donc en France, c'est devenu socialement inacceptable d'être raciste. Il faut faire du politiquement correct et de génération en génération, ça va changer. Alors qu'en Belgique, c'est différent. Moi, j'étais à la dernière fête de Saint-Nicolas ici. Il y avait toute une famille blanche qui était mais en blackface, mais totalement complet, en blackface. Il y a une dame, c'est la Schepen, je sais même pas comment traduire ça, c'est une Schepen, donc une assistante au maire ou quelque chose comme ça, et qui je est femme, venue, oui. voilà, j'étais là, une échevine, hein, j'étais là avec ma femme et mes deux enfants, donc elle est venue nous prendre en photo. Juste à côté, il y avait une famille en blackface. Tu vois ce qu'elle voulait montrer que, Bien ah sûr. oui, la fête, elle est inclusive, elle est diverse. Je suis parti la voir pour dire, madame, mais je suis désolé, il faut effacer ces photos parce que moi, je me reconnais pas dans cette fête-là. Alors que vous me prenez en photo, vous allez prendre en photo la famille qui est là en blackface pour faire un peu, on va mettre en perspective. Alors elle a dit non, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais non, ils font pas. C'est pas qu'il faut. Voilà, tu vois, c'est accepté en Belgique. Alors Mais moi, en je fais aussi France, je une pense. différence entre la Flandre et le reste de la Belgique, hein. Je pense que la Flandre aussi, c'est encore autre chose, hein. Ce que Mais tu dis oui, en Flandre, je suis mais pas sûre que ça passerait à ah, Bruxelles ou mais peut-être en Wallonie. justement, la Wallonie est influencée par la culture française. Faut le voir un tout petit peu. Mais la Flandre est influencée par la culture néerlandophone. Ça, c'est des trucs voilà, c'est Oui. ça en fait. Une fois que c'est pas socialement acceptable de faire ce genre de blackface, voilà, ça va commencer à bouger un tout petit peu. Ça commence à évoluer, je l'accorde, dans le sud du pays par rapport à ce qu'on peut Mhm. voir effectivement en Flandre et en Hollande, mais je t'avoue que tu vois encore des choses. Et puis, je pense que, je sais, enfin, il y a de nombreux d'entre nous qui, tous les mois de décembre, unfriend une bonne part, enfin, tu vois, 3, 4 amis chaque année qu'on perd sur l'hôtel de Zwarte Piet, tu vois. Euh, Oui. voilà, mais j'ai envie d'accueillir Grégory qui nous a rejoint. Hello Bonsoir. Grégory, si tu veux te présenter brièvement et puis nous donner ton ressenti sur le doc de France 2. Là. Merci Dominique pour l'organisation, pour l'invitation. Bonsoir tout le monde au panel et qui regarde cet échange. Je m'appelle Grégory Loabadéum. Je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Keep Dreaming, basée à Bruxelles. Et par rapport à la sphère professionnelle, ce que nous faisons, c'est d'une part, en fait, on crée un pont entre des entreprises, principalement des grandes multinationales qui disent rechercher de la diversité, bien entendu raciale des origines, comme on dit en Belgique, et d'autre part, nous développons une communauté de professionnels, jeunes professionnels et plus expérimentés pour mettre en connexion ces entreprises et ces personnes qui sont soit à la recherche d'un emploi ou qui sont déjà en emploi, mais pas employés au niveau de leurs capacités ou de leurs aspirations et qui visent mieux. Donc, en quelques mots, c'est ça le travail. All right. Mais j'ai vraiment envie d'entendre, on en a déjà parlé toi et moi longuement, mais tu partages un peu aussi avec nos amis ici autour de la table et dans le live, voilà ce que tu as pensé de ce docu. Et puis justement avec cette perspective corporate et carrière, Mhm. etc., justement, je pense que dans les choses qui ont manqué, ces aspects-là qui relèvent du plus subtil, hein, du moins visible. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Mais je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit parce qu'évidemment, je partage euh, comment je vais dire, les constats, ou en tout cas les grandes lignes. Je vais répéter aussi un petit peu ce que j'ai entendu avant. C'est que la première chose, c'est que je trouve que ce documentaire a le mérite d'exister. Ce n'est pas le premier du genre. Il y en a déjà eu d'autres. Donc, on tourne un petit peu autour euh, de la même chose. Et bon, évidemment, c'est sur France 2. Donc, du coup, comme ça a été signalé, de cette culture française. On ne va pas rentrer dans les détails qui fâchent, si je peux dire ça comme ça, parce que bien sûr, Mais si, il y a si, cette si. conception. Non, je veux dire via le reportage. Ouais. Ils ne vont pas rentrer dedans parce que ben, la France a ce slogan de une est indivisible et que qu'il y a que comment je veux dire, qu'il y a que des citoyens français. Et donc, du coup, à partir du moment où il faudrait commencer à analyser et de montrer qu'il y a des disparités tout à fait légitimes, ben, ça casse un petit peu le slogan et le marketing que la France fait
Voilà. par rapport à cela. Et donc, d'une certaine façon, ben, évidemment, on ne va pas ramener des personnes comme Rokhaya Diallo, on ne va pas ramener des personnes comme Assata Traoré, peut-être que je me trompe de son nom. Désolé si j'ai écorché son nom, mais voilà, toutes ces personnes qui remettent en question ce discours ou ce marketing de la France. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent de ce que j'ai déjà pu entendre. La première chose, c'est, je dirais que moi, les personnes qui m'ont le plus accroché, c'est la personne qui était de la Cour des comptes, qui parlait évidemment du côté corporate, ainsi que Samu Oro, ou Samaro, désolé, Ouais. j'écorche aussi son nom, parce qu'elle a amené la question du plafond de verre en disant, voilà, son parcours, malgré ses compétences, elle devait être dans un call center avec d'autres personnes qui ressemblent avec ses parcours et qui sont en fait de personnes d'origine étrangère et aussi afro-descendantes. Et donc, ce côté manque d'opportunités, manque de reconnaissance des compétences et de se retrouver un petit peu dans des cul-de-sac au niveau professionnel. Et puis, évidemment, la personne de la Cour des comptes qui partageait cette expérience dans laquelle plusieurs d'entre nous, on peut se reconnaître au niveau corporate, en tout cas quand on a fait un petit chemin au niveau corporate, et de se dire, voilà, on pense, les autres pensent toujours que quand tu es accompagné d'une personne blanche, que c'est toi l'assistant, ou bien d'avoir cette expérience d'être seul en réunion, de ne jamais penser que tu as un apport ou que en fait tu es là pour servir le café. Ce sont des choses que j'entends souvent. Et donc, voilà, ça, c'était pour moi les éléments qui m'avaient le plus intéressé dans le reportage, à part les enfants, etc. Comme ça a déjà été signalé, je vais pas en toucher un mot. Mais je voulais rebondir aussi sur quelque chose qui a été nommé tout à l'heure, c'était white fragility. Alors, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le concept, on a l'impression que la fragilité, c'est un concept qui serait un petit peu de faire comme si on était faible ou comme si on était fragile, mais en fait, c'est tout le contraire. J'ai l'impression que ce concept en fait de white fragility, c'est au contraire ce raisonnement binaire que j'ai pu aussi constater avec certains de mes amis. Dans mon travail, petite parenthèse, on me dit souvent, mais enfin Grégory, Obama a été élu, faut arrêter avec vos histoires. Get Là, over it. on est dans une société post-raciale maintenant. Hein, il faut arrêter. Vous avez accès à tout. Vous avez été à l'université. Il faut arrêter de vous plaindre et de jouer les victimes. Donc, du coup, avec ce white fragility et le racisme, il y a ce raisonnement binaire. J'en parle ouvertement avec certains amis, j'en parle ouvertement avec certaines personnes dans les entreprises, du moins celles qui veulent avoir cette conversation. Et donc, du coup, il y a ce raisonnement de se dire, en tant que personne belge, blanche, par exemple, si je suis raciste, c'est que je suis une mauvaise personne. Donc, c'est ce raisonnement binaire de on est une bonne personne ou on est une mauvaise personne. Et si on est raciste, c'est qu'on est une mauvaise personne. Et donc, du coup, par rapport à cela, comme m'a dit, donc quand je fais passer des entretiens, j'ai eu un jour, enfin plusieurs fois, mais il y en a un qui m'a marqué, qui m'a dit en fait, en Belgique, on a un beau racisme. C'est pas le racisme en corporate comme dans le stade de football, parce que là, c'est évident. On te jette des bananes aux joueurs, on l'entend. Mais dans le corporate, c'est un beau racisme. Les choses se passent entre les lignes pour la plupart qui le partagent. Bon, évidemment, il n'y a plus aujourd'hui ou rarement une entreprise qui va refuser un entretien d'embauche parce que tu es noir. Hein. On va te dire, oui, mais on a trouvé quelqu'un d'autre qui correspond mieux au profil, etc. Et donc, ce que les personnes me disent souvent, c'est en fait, je sais que je n'aurai jamais accès à un poste de direction. J'ai beau être celui qui délivre des résultats, j'ai beau être le meilleur dans mon équipe, à former des gens qui sont arrivés après moi, à leur enseigner en fait la façon de faire et de travailler dans l'équipe, mais en quelques mois, en quelques années, eux ou elles ont des promotions, alors que moi, je suis là depuis 5 ans et 10 ans, et les HR m'amadouent toujours en disant, oui, mais ce n'était pas le bon moment, ou ce n'était pas la bonne opportunité pour toi, et donc il n'y a pas de progression. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et l'autre chose sur laquelle je voulais aussi rebondir, j'avais pris une note, permettez-moi une chose. Euh, ah oui, évidemment, c'est notre culture, c'est notre manière de faire, c'est notre entreprise. Donc, d'une certaine façon, avec ce white fragility, c'est refuser de se remettre en question. Ouais. Quand j'amène cette altérité, quand j'amène cette conversation en disant, mais moi j'ai une autre expérience, c'est un peu de dire, hey, je vais t'expliquer comment les choses se passent, ok?
tu es chez nous, donc fais profil bas, mais aussi parce que, en fait, c'est un, se refuser de se remettre en question, et puis deux, c'est refuser, en fait, de regarder ses propres comportements pour prendre la décision de changer ou de ne pas changer. Donc, c'est facile de dire le racisme, ça n'existe plus, parce qu'en gros, je n'ai pas envie une fois que Grégory m'a montré que mon comportement était problématique, à ce moment-là, je dois faire le choix de me dire, en fait, oui, je ne suis pas la personne ouverte d'esprit, sans comportement problématique comme je le crois, mais du coup, il faut que tu prennes une décision et que tu acceptes que tu dois changer ton comportement. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, d'où ce que j'entendais tout à l'heure avec le meilleur ami qui raccroche au nez parce qu'il se sent atteint dans ses valeurs et dans sa propre représentation, je crois. C'est ça, j'ai envie de dire que c'est pas fragilité, c'est pas par fragilité, il faut le traduire, c'est susceptibilité en français, je pense. Où effectivement tu te sens vexé, tu te sens attaqué dans tes valeurs, dans qui tu es, alors que voilà, personne n'est, en tout cas dans la plupart des gens qu'on fréquente, j'ose croire que on n'est pas non plus en train de fréquenter tu vois, des nazis notoires, quoi, tu vois. Mais donc voilà, on n'attaque personne individuellement, mais je pense qu'effectivement, voilà, on a tous, et même, je veux dire, entre nous, hein, on pourra en parler aussi, voilà, on porte tous une responsabilité collective sur la représentation qu'on peut notamment aussi donner à notre communauté. Donc, clairement, mais c'est ça, tu as envie de te dire, c'est presque le fait de dire, okay, sortir très vite de cet inconfort, parce que mon confort est plus important que la reconnaissance de ton expérience, en fait. Et on tourne un peu dans ça, donc je pense qu'il faut vraiment ce courage de pouvoir aborder des sujets qui te mettent inconfortable, mais c'est nécessaire d'avoir ces conversations. Enfin, Dominique, tu sais bien que dans notre entreprise, on a 40 nationalités, on a 80 nationalités, donc il n'y a pas de discrimination chez nous, il n'y a pas de racisme chez nous. OK? Bah alors explique-moi un peu comment ça se fait que tout ton comité, comment tout ton comité de direction est composé d'hommes blancs. Mais comment ça se fait qu'au niveau middle management, comment ça se fait que dans ton comité de direction, c'est tous des blancs, et puis quand on descend au niveau de ton middle management, ils sont tous blancs, hommes et femmes, ou majoritairement, et qu'il y en a un ou deux autres dans une industrie où il y a une diversité au niveau, je veux dire, de l'entrée à la base, des talents. Voilà. Puis, à la base. Tu montes, mais c'est toutes les entreprises, voilà. Mais effectivement, tant qu'on va rester dans cette définition confortable de le racisme, c'est les gens qui crachent sur les noirs dans la rue, les gens qui disent des insultes et qui jettent des bananes et qui font des cris de singe, c'est très confortable parce que du coup, ça permet à finalement tout le reste des gens de se penser, se conforter dans l'idée qu'ils ne font pas partie du problème. Or, voilà, c'est complètement retourner cette définition et l'acceptation de cette définition. Je pense qu'il faut qu'on la challenge constamment. Maintenant, voilà, comment le faire? C'est aussi intéressant de voir, d'avoir des pistes de réflexion par rapport à ça. Média, je sais que tu voulais, tu devais partir un peu tôt et Amadou aussi. Oui. Donc, je vous laisse l'occasion peut-être d'ajouter un dernier commentaire avant de nous quitter, puis qu'on fasse monter d'autres personnes sur le live. Dis-moi peut-être Média, madame, je vais laisser peut-être. Écoute, Dominique, un grand merci pour l'invitation. Hein. Ça permet justement d'aborder ce sujet avec d'autres personnes au lieu de parler sur WhatsApp ou dans les DM. Maintenant, pour terminer, tout ce que je peux dire, c'est que honnêtement, moi, je place ma foi dans les générations à venir. D'où mon travail avec l'État africaine, c'est vraiment d'éduquer les générations qui arrivent. Je suis désolée de le penser, mais je pense que nos générations, celles d'au-dessus, voilà. Il y a beaucoup de soucis. Je ne sais pas comment on va pouvoir régler ça. Comme on dit, il est plus simple d'éduquer un enfant que de réparer un adulte. Donc, je me base vraiment, je mets ma foi sur les générations à venir et sur les enfants. Et j'espère que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui suivent le comprennent aussi, que ce soit les enfants noirs, que ce soit les enfants blancs, que ce soit les enfants, voilà, tous les enfants. Il faut qu'ils aient accès à la diversité parce que c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir changer le monde et permettre à nos enfants noirs de ne plus se faire insulter dans la cour de récré les années qui viendront. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion et j'essaierai quand même de suivre le live et la suite ou alors en replay. Merci beaucoup. Merci. Média. À tout bientôt. Amadou, oui. Exactement. Un tout grand merci, Dominique, d'avoir organisé ça et de m'avoir invité pour partager mon expérience. Juste pour rebondir un tout petit peu sur le sujet de mon ami, parce que c'est très intéressant, cette histoire de fragilité blanche. Oui, mais s'il regarde, il va me rappeler après pour en discuter. Et donc, le truc, ce que moi j'ai ressorti comme leçon ici, c'est que
nous, en fait, qui avons la possibilité ou qui avons des amis blancs que nous, on considère ils ne sont pas racistes ou qui sont très ouverts, c'est on ne discute pas assez avec eux, en fait, de ce genre de sujets. Nous-mêmes, on évite parce que on pense qu'ils ne sont pas à raison, hein, ils sont pas le problème, en fait. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils font partie de la solution. Et donc, du coup, euh, si vous avez des amis blancs, vous avez des amis qui ne sont pas exposés à la réalité laquelle vous vivez au jour le jour, parlez-en, parlez de vos expériences, partagez l'expérience de vos enfants parce que eux, ça permet de les donner des repères pour être des alliés en fait et les faire comprendre qu'ils sont pas le problème, qu'ils font partie de la solution. Parce que mon ami là, le jour qu'il aura un enfant, je suis sûr qu'il va l'exposer à la diversité, il va l'exposer à la culture, à une autre culture que celle dans laquelle lui il a grandi, parce que il a été exposé et il en a discuté, il a des repères maintenant. Et c'est ça, les enfants doivent avoir accès à la diversité. Moi, je dirais que mon cas et le racisme que moi j'ai subi un tout petit peu, c'est peine perdue, mais j'ai pas envie que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Et à travers cela, je te remercie beaucoup pour cette invitation et pour l'organisation et encore mille merci à tout le monde. Bah, écoute, merci d'avoir été là et à tout bientôt. Hein. N'hésite pas si tu nous suis de loin encore pendant le live, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. Hein. À bientôt. Parfait. À Et là, bientôt. Merci beaucoup. à Hein. bientôt, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Ouais. Je voudrais accueillir Lison ou Sabrina au UK. Hello. Donc voilà, toi, tu viens nous rejoindre avec un point de vue bien particulier, français, UK, plein d'autres endroits. Donc, je te laisse peut-être un peu te présenter puis nous donner un peu ta réaction comme ça sur le deuil, la conversation en général. Ok, bon bah bonsoir tout le monde, je m'appelle Lison Sabrina Musset. Donc j'habite en fait ma perspective est un peu plus différente car j'ai grandi en France, j'ai grandi en Italie et je suis à Londres depuis 2007. Donc ça fait très longtemps que je suis ici et mes parents habitent à Anvers en Belgique. Donc ça fait 10 ans que je fais les allers-retours. Donc en fait j'ai un peu cette expérience européenne d'être de couleur et je suis aussi cofondatrice d'une association qui s'appelle The Collective Makers où on promouvoit des artistes, la diversité dans le monde de l'art à Londres et internationalement. Donc, pour moi, ce documentaire est c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les pays francophones et les pays anglo-saxons. Donc, ma perspective, quand ce documentaire est sorti, tout le monde était là, toute la communauté française, oh, c'est génial, oh, wow, etc. Alors que les Anglais, ils ont fait des choses comme ça il y a 10 ans. Donc, j'ai toujours l'impression que les Anglais, ils sont 10 ans en avance, comparé à la France et à la Belgique et à l'Italie encore 20 ans en avance même. En retard, donc, par rapport à, oui, l'Italie 20 ans en retard, du coup, c'est ça? Oui, pardon, 20 ans en retard, pardon. Et donc, ouais, j'ai pas été éblouie par ce documentaire. Enfin, je comprends que c'est un commencement et que, comme tu m'avais dit, Dominique, je pense que cette audience était pour une audience blanche, car nous savons très bien comment ça se passe pour nous depuis des lustres. C'est un commencement. J'aimerais faire un commentaire sur les quotas, puisque le journaliste avait dit que, parce qu'il comparait souvent avec le système américain, qu'il y avait des quotas, et je pense que c'est quelque chose d'utile que nous aussi on a ici à Londres. Mais qu'en France et en Belgique, malheureusement, il n'y a pas. Donc, c'est très, très dur de mesurer le racisme à l'embauche ou dans le monde culturel en général, etc. Et même si je suis contre la discrimination positive, au moins, c'est des informations qui renforcent, en fait, qu'il y a des obstacles pour toutes les communautés. Donc, ici, il y a des quotas. Il y a beaucoup plus de diversité dans tous les niveaux, c'est-à-dire que tu peux voir des gens en costard, seniors, noirs à la City. Ça fait très longtemps que tu vois des noirs à la télé, des commentateurs. Enfin, donc c'est pas quelque chose
c'est devenu quelque chose de normal en fait. Donc, quand j'ai choisi de faire mes études, je me suis dit non, il faut que je sois dans une société en Europe qui est plus avancée. Donc, je me suis dit Paris, c'est pas pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis allée m'installer ici. Et même si ici le racisme est carrément plus subtil, les Anglais sont très malins. Mais néanmoins, quand il y a eu la Coupe du Monde l'année passée, tout a été remué, tout a été remis en question et ça a été un scandale C'est et il y a l'horreur. eu des bruits de singes. Donc c'est vraiment un racisme différent et dans le milieu du sport, malheureusement, c'est quelque chose qui est plus acceptable, même en 2022 en fait. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que les quotas, c'est important. Et d'ailleurs, ici, il y a beaucoup de fonds financiers qui supportent les groupes minoritaires ici. Par exemple, même ma société, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans les business noirs ici, qui ils promouvoient plus Black-led organization plutôt que en France ou en Belgique. Ouais. Mais c'est clair que quand je reviens à Anvers, je vois carrément la différence. Les gens sont plus suspects, même à mon égard, ou c'est trop bizarre en fait. C'est quelque chose, je suis plus trop habituée à ça, mais bon, j'espère que ça va avancer en général. Donc voilà. Ok, mais c'est un point intéressant ce que tu soulèves, hein, c'est le fait de dire, ok, justement, quand il y a des initiatives, quand il y a des gens qui sont force de proposition, voilà l'importance de les soutenir, d'investir dans ça pour amplifier justement l'effort qui est fait. Je vais rapidement accueillir Gabi qui vient de nous rejoindre, Gabi de Black Man Sharing. Hello, bonsoir. Salut, salut, salut. Comment ça va? Merci à nous de recevoir. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Je peux te demander de te présenter rapidement voilà, ce que tu fais et puis aussi de nous donner du coup un peu ton avis Ok. sur la discussion. Écoute, moi, je me présente Gabi Caboté, écrivain, membre de Black Men Sharing, qui est une structure justement qui crée un espace de parole pour les hommes noirs, des discussions qui se passent en présence de psychologues et d'autres experts afrodescendants. Donc voilà, en général, en gros, ce dont on parle, ce que l'on fait, et aussi les mouvements. Enfin, voilà, nous avons beaucoup d'activités, dont un podcast qui va venir la semaine prochaine. Je suis à titre On a promotion. hâte, on a Mais voilà. hâte. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à écouter. Et justement, on est dans le thème en fait avec ce sujet-là. Ce que j'ai pensé. Mes avis par rapport à tout ça, c'est premièrement le fait que lorsqu'on a parlé du racisme dans le reportage, on parlait en fait de faits historiques. Donc on a l'impression que le racisme est quelque chose d'avant. Euh, donc on a premièrement cet éloignement temporel, parce que dans le sens où, voilà, même si ça datait de pas longtemps, en 1994, avec les eaux humains qu'il y avait en fait à Nantes, mais aussi au niveau géographique, parce que lorsque on a évoqué le racisme actuel, on a parlé de l'affaire de George Floyd, simplement. Mais à aucun moment on a parlé de tous les faits qui se passent en France. Donc il n'y a pas en fait ce regard-là propre à soi-même et de remise en question. Voilà pourquoi je dis certes, le reportage a le mérite d'exister, mais elle n'a pas apporté de pistes de réflexion et non plus apporter éventuellement de quelconques solutions. On a quelque part on a enfoncé des portes ouvertes. Et désolé, mais aujourd'hui, je pense que toute personne aujourd'hui à Internet et voit ce qui se passe dans le monde, est au courant du racisme qui se passe dans le monde. Donc, je ne peux pas avoir quelque part ce regard en fait complaisant en disant ah oui non mais au moins il y a eu ce genre de reportage. Je suis désolé, mais Arte le fait déjà souvent. Euh, et aussi en France et ailleurs. Donc, du coup, on a Internet, on a YouTube, donc on voit toutes ces choses-là. Maintenant, une bonne chose, c'est que pour une fois, il y a eu un débat par après, dans lequel les personnes concernées étaient là, parce qu'en France, voilà, et en Belgique aussi, hein, on va souvent on traite de sujets sans les personnes concernées. Et Ouais. donc, ça, vraiment, j'ai apprécié ça.
Même si Et effectivement il y avait, je me permets de te couper rapidement, mais même si effectivement il y avait certaines personnes qui auraient pu, comme la pédopsychiatre par exemple, elle aurait pu voilà, être, parce qu'il y a des gens qui sont apparemment très renommés dans voilà. la profession, et qui auraient pu justement parler mieux peut-être de l'expérience Bah d'un oui, enfant noir. Ouais. exactement. Et c'est là, en fait, le gros problème, je trouve, parce que déjà, nous-mêmes, en fait, dans Black Mentoring, euh, le, un point d'attention qu'on met, c'est inviter des experts qui comprennent notre réalité, donc forcément des afrodescendants. Euh, Notamment dans la psychologie, on sait très bien que c'était un domaine qui était souvent eurocentré. Mm. Et voilà, on ne pouvait pas comprendre en fait l'approche qu'avait une personne noire, justement, ou afrodescendante par rapport à sa réalité, au racisme, et à la manière dont l'impact culturel euh, qu'a sa culture en fait sur sa réalité. Donc, donc voilà, donc une pédopsychiatre qui était bon blanche. Nous avons aussi des personnes, il n'y avait pas des personnes comme Rokhaya Diallo. Je comprends on ne puisse pas l'inviter. Ok, je C'est comprends parce que nous l'antithèse sommes de trop français. Soprano. Tu as la personnalité préférée des Français, et puis peut-être Voilà, et c'est la plus ça. diabolisée des Français. Voilà. Et on a pris des personnes justement qui étaient appréciées des Français. Et donc du coup, on a ce côté dilué, en fait, on parle du racisme, du soft racisme, j'ai envie de dire, c'est vraiment dilué, c'est beau, c'est quelque chose d'avant, et simplement, tu es simplement raciste si simplement ce sont des actes graves. Euh, et ça, j'ai l'impression que le message qu'il y avait derrière, c'était la réponse au racisme, en fait, regardez, c'est la mixité. Certes, c'est bien, c'est beau, mais c'est pas une réponse au racisme. Ce n'est pas ça. Et qu'on puisse dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est Soprano qui a dit, oui, je me sens mal de imposer la lourdeur de ma couleur de peau, le poids d'un couleur de peau à mes enfants. Et Ouais. ça, c'est un message, mais vraiment qui m'a vraiment énervé. Et voilà, maintenant j'ai envie de parler en fait des quotas, des solutions justement qui pouvaient être apportées. Notamment ici en Belgique et aussi en France, il y a un problème de quotas. Ça veut dire que si on ne parle pas des quotas là, on ne peut pas voir en fait les points sur lesquels en fait on peut travailler. Donc il n'y a pas de remise en Mm. question. Et quitte à ne pas avoir de solution, ce serait bien que l'on mette en fait un cadre dans lequel les solutions peuvent exister. Et c'est là en fait le gros problème. On se Ouais. sent en fait étouffé parce que même si on a des solutions, même si on a des projets, on voit que oui, non, on va pas avoir les financements que l'on voudrait. On va pas être soutenu parce que oui, ce serait trop communautaire ou alors ça évoque un sujet trop touchy, etc. Et donc on ferme les yeux sur des réalités et sur les problèmes en fait que des communautés ici, des minorités en Belgique sont en train de vivre. Donc du coup, et ailleurs, en France notamment. Ouais, ouais. Donc Moi, j'ai juste une question parce que j'ai l'impression que en France et en Belgique, il y a un manque d'activisme dans les groupes noirs. Donc, c'est ça un peu la différence que je constate moi quand je reviens en Belgique ou en France. Par exemple, j'étais bloquée en Belgique pendant 4 mois l'année passée et je me suis dit, OK, je vais voir ce qui se passe ici dans la communauté noire et c'était hyper dur d'y accéder en fait. Donc, j'ai l'impression que peut-être que il y a aussi un manque de confiance et une peur des minorités dans les pays francophones qu'ici, il n'y a pas moins, il y a plus, les gens sont plus prêts à dire les choses. Régie, euh, s'il te plaît, Gabi, ouais. Oui, oui. J'ai envie de dire que oui et non, Mm. dans le sens où, bon, moi déjà, en fait, lorsque j'étais étudiant, j'ai créé une association africaine, justement parce que je voyais qu'il y avait des cercles étudiants, mais il n'y avait pas de cercles étudiants où des Africains pouvaient se sentir membres à part entière, sans se sentir en fait faire part d'un quota, ou bien de représentation, ou que sais-je. Après, c'est vrai, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'il y a il y a cette volonté-là, mais peu de personnes, mais je pense, hein, c'est mon expérience, je pense que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer. Pareil, en fait, Voilà. avec ce que l'on fait avec Black Mentoring, je suis sûr qu'en fait, beaucoup de personnes avaient eu cette idée ou bien ressentaient ce besoin-là. On l'a fait et on le fait, mais on sent encore en fait beaucoup de timidité quant à soutenir le projet en fait et devenir en fait membre à part entière. Et aussi, il y a aussi le gros problème aussi de financement parce que s'engager, ça demande aussi du temps et surtout des moyens aussi financiers. Et donc, du coup, est-ce que l'on peut avoir des subsides? C'est
parfois très difficile. Alors, il faut peut-être changer en fait la politique et la direction de ton projet, alors tu le travestis. Et donc, du coup, il y a tout ça qui se rencontre. Et je pense que clairement, par rapport en fait à l'Angleterre, clairement, oui, en Belgique, il y a, non, en Belgique, il y a vraiment un problème, je trouve. Mais voilà. Greg, je t'en prie, vas-y. Je voudrais réagir sur cette question des associations. Euh, de ma petite expérience, au contraire, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'associations afrodescendantes qui sont actives, qui ont été actives et qui seront encore actives. La question, là, l'une des problématiques, enfin, elle est multiple, mais l'un des enjeux, c'est qu'en fait, dans la structuration politique de la Belgique, c'est qu'on est dans un État qui est fédéral avec des régions qui ont du pouvoir. Et donc, Et du les coup, ces langues régions, différentes les aussi. langues sont différentes, les réalités donc politiques et territoriales sont différentes. Et donc, du coup, la réalité en Flandre n'est pas forcément toujours la même politiquement parlant et socio-économiquement parlant qu'à Bruxelles et qu'en Wallonie. Ça, c'est déjà une chose. Et donc, quand tu es une organisation afrodescendante en Wallonie, il est difficile pour toi de pouvoir avoir un impact en Flandre parce qu'il y a déjà la barrière de la langue et toute la politique qui tourne autour. Donc ça, c'est un élément que peut-être que les Anglais n'ont pas ou que peut-être que les Français n'ont pas, même si le pays est plus grand et que la réalité politique est haute. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément qui a été mentionné avant, évidemment, c'est le côté financier. Mais pour revenir au côté financier, j'aimerais parler d'un autre élément qui a la motivation, pour moi, personnellement, de pourquoi est-ce que j'ai voulu être actif avec Keep Dreaming. C'est en fait ce que je me rends compte au niveau de la sphère professionnelle notamment. Il y a beaucoup d'associations qui visent à créer des ponts avec des entreprises, lutter contre les discriminations. Il y en a beaucoup. L'un des soucis, c'est en fait que au niveau des associations afrodescendantes, nous sommes peu nombreuses avec des associations professionnelles. Qu'est-ce que j'entends par professionnel? Des personnes qui travaillent entre 8 heures et 17 heures, qui sont payées par l'association que pour pouvoir faire avancer le but de l'association. Donc, beaucoup d'associations afro travaillent en soirée, travaillent en week-end, mais à ce moment-là, tu ne peux pas parler avec les administrations, tu ne peux pas être en réunion avec les entreprises, tu ne peux pas. Donc, il y a une limitation de ce côté-là qui vient du fait qu'on a des difficultés à avoir de nouveau une force financière. Et donc, ça implique beaucoup de choses en termes de business model, en termes de comment est-ce qu'on crée de la valeur et comment est-ce qu'on obtient en ressources, en retour des moyens financiers. Et la dernière chose que je voudrais aussi mentionner sur ce point, parce que c'est important, je pense, pour nos générations, mais pour les générations suivantes aussi, parce que sinon, on va toujours avoir la même chose, ce même discours que moi, j'ai pu tenir par rapport aux générations précédentes en disant, vous n'avez rien fait, vous êtes écrasés, et donc c'est à nous à devoir tout faire. Ben, en fait, c'est déjà se rendre compte de qu'est-ce que les autres associations anciennes ont pu créer et quelles étaient les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Mais surtout, je ne veux pas toujours dire que c'est la faute aux autres. Nous-mêmes, nous avons nos responsabilités. Et là, il y a des gros challenges. C'est qu'il y a une méconnaissance ou une incompréhension des enjeux pour certains d'entre nous, où on veut être les premiers à table, on veut être les seuls à table. Il y a une question d'ego et on pense que c'est nous seulement qui devons être ceux qui sont la locomotive et on ne veut pas collaborer. Et donc, et je pense que c'est là aussi, et ça fait partie de l'expérience que j'ai, c'est que on a du mal à vouloir comprendre qu'on ne doit pas travailler avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que je dois m'associer avec tout le monde. Mais que si on est sur la même vision, avec les mêmes discours, les mêmes valeurs, etc., à un moment donné, on a plus à gagner à créer une chaîne et à travailler ensemble pour pouvoir porter plus lourd qu'à d'essayer d'être toujours le seul. Et donc ça, c'est un gros défi qu'on a en tant qu'afro-descendants. Et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, le souci, c'est que on a du mal à comprendre qu'on peut envoyer, par exemple, 3 ou 4 associations, le même dossier, la même demande vers le même public, l'autorité subsidiante, alors que si sur les 4, on avait peut-être 2 qui se mettaient ensemble, ben, il y aurait une possibilité d'avoir plus d'impact et d'éviter comment je veux dire, d'envoyer plusieurs demandes pour la même chose. Enfin voilà, c'était la réaction que je voulais partager. Non, mais c'est clair. Preach. Ah, franchement, c'est vrai, je suis vraiment totalement d'accord. Et aussi, c'est vrai que le paysage belge est aussi très particulier, ce qui fait que être un mouvement fédérateur, ça, c'est complication. Excuse-moi, Dominique, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'était vraiment pour rebondir par rapport à ça. C'est vrai que peut-être cette impression
difficulté d'accessibilité par le fait que peut-être, ben voilà, il y a une espèce peut-être d'autarcie ou de cavalier seul, peut-être dans certains cas, comme tu dis, hein, le fait de vouloir être le seul ou le premier, etc. Et qu'effectivement, j'ai vraiment l'intime conviction que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'associatif, etc., c'est vraiment le fait de se donner de la force et tu vois, d'être plus fort ensemble, quoi, vraiment d'être complémentaire, en fait, au lieu d'essayer d'être dans la compétition, c'est être complémentaire. Comment amplifier le travail d'autres personnes qui font des trucs chouettes, amplifier-le, etc. Je pense qu'il y a vraiment il y a un quote qui dit genre le ciel serait très très sombre s'il y avait qu'une seule étoile qui brillait. Tu vois, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup beaucoup de gens et c'est important. Et du coup, je reviens sur le point de notre responsabilité aussi, donc collective et individuelle, dans la représentation au sein de la communauté. Et je reviens sur le point, Gabi, que tu avais abordé, donc le soprano qui parle de la lourdeur qu'il a transmis à ses enfants à travers sa couleur de peau. Et le gars dans le couple mixte aussi, il y a eu un commentaire à un moment donné où il a dit oui, je m'entends beaucoup mieux avec elle que j'aurais pu m'entendre avec quiconque dans la communauté, une femme noire. Tu te dis, parce que c'est pas juste un monsieur voilà, qui par hasard est interviewé parmi 1000 personnes. C'est un documentaire où il représente le couple mixte, la notion du couple mixte, tu vois, puisqu'il est le seul, il est du coup érigé de manière, je veux dire, tu vois, subtile, en porte-parole de ce que c'est qu'un couple mixte. Alors, autant où je te rejoins, Gabi, enfin, je ne vais pas dire au contraire, je suis issue d'un couple mixte. C'est beau quand les gens s'aiment, au-delà de toutes les différences, etc. La seule chose, c'est que lorsque ça devient, je rejette ce que c'est d'être une femme noire, quand tu dis ça devant la France entière, alors que tu es le seul à parler, tu as un poids, une responsabilité qui est énorme, quoi. Et je trouve que c'est pas bien de la part de ce gars-là, tu vois, je veux dire, de dire ça, parce que vraiment, ça donne un poids à ce qu'il dit, qui n'est pas du l'ordre juste de la vie du gars. Voilà, lui, il s'avère que ce gars-là, il y a des gens qui aiment les rousses, il y en a qui aiment les blondes, voilà, c'est comme ça. Non, il érige ça comme un jugement, enfin, tu vois, une valeur, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, pour les gens qui regardent, ben, ils sont impactés par ce message-là. Du même que voilà, tu aurais pu montrer plus d'exemples. Tous les gens qui sont personnalités des Français, tous les gens populaires qui ont été présentés sont tous notamment dans des couples mixtes, tu vois, mariés avec des femmes blanches. C'est qui est normal, si c'est l'amour comme ça. La seule chose, c'est que je dis, pourquoi tu n'as pas une plus grande diversité des points de vue? Pourquoi tu n'as pas montré aussi quelqu'un qui vénère sa Black Queen? Pourquoi tu n'as pas, tu vois, et montrer un peu de toutes les sortes de, tu vois ce que je veux dire, de couple et pas voilà juste voilà, mettre un peu en évidence le fait qu'effectivement la solution c'est de diluer finalement peut-être ce qui fait ton africanité en quelque sorte, tu vois, et de perdre petit à petit ton identité. C'est un peu le subtexte que je lis dans ce genre de commentaires-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Donc je sais pas ce que vous en pensez. J'ai quelque chose à dire, mais je voudrais laisser parler les autres, sinon je monopolise la parole. Non, enfin, moi j'ai eu la même réaction. Enfin, j'ai pas trop envie de dévoiler mon opinion personnelle sur la question, on va dire, mais c'est clair que je pense qu'il manquait un point de vue de la femme noire qui est malheureusement jamais représenté en général. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Mais je suis d'accord avec toi. Je sais aussi, et Greg, je vais te donner la parole, mais je sais que Gabi, vous travaillez beaucoup aussi dans Black Men Sharing à ce côté, ok, vous êtes un espace pour les hommes noirs, mais il y a une très très forte importance qui est donnée à ce rapport de l'homme noir à la femme noire. Et justement, par rapport à ça, je voulais avoir un peu ton ressenti par rapport à ce genre de commentaires. Oui, ok. Moi, ici, c'est un gros problème, en fait. Premièrement, ce que je vois ici, c'est le message qu'il y a derrière et, comme tu as dit, en fait, la représentativité. C'est clair qu'en temps normal, je dirais que c'est pas que je m'en fous, mais je me dis, OK, il vit la chose comme ça, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais le fait, en fait, que cette personne-là, on la prend comme un porte-parole d'hommes noirs, voilà, ici, voilà pourquoi, en fait, je ne peux pas rester là sans rien dire. Et c'est clair qu'à partir du moment où il y a ce message véhiculé de self-hate,
du fait que, voilà, je, je, le gros problème, en fait, de clamer, en fait, de dire, OK, tu peux aimer, en fait, toi-même, c'est un couple mixte, tu es avec une femme blanche, tu peux aimer ta femme sans pour autant dénigrer ou bien et donner un message qui porterait atteinte, en fait, à la femme noire ou Ouais. à un autre homme noir. Et c'est là, en fait, qu'il y a cette, je trouve ça dommage, cette dualité de se dire, on peut pas aimer l'autre sans détester, et on peut pas aimer l'un sans détester l'autre. Et là, Voilà. il y a un gros problème. Après, je veux revenir au fait aussi sur le fait que lorsqu'on parlait des couples, on a pas, sauf erreur de ma part, on a vu que des hommes noirs en couple. Il y avait des femmes noires, mais jamais elles n'ont parlé de leur vie de couple. Et là, maintenant, j'aurais aimé voir en fait ce qu'il en est. Après, je ne sais pas si les femmes noires là sont avec des hommes blancs ou quoi. Mais J'avoue, j'ai fait, les seules qu'on a vues, c'est la j'ai fait famille mes au recherches. début avec les petites filles. Mhm. Effectivement, on n'a pas parlé de sa vie de femme. En fait, elle a juste Non. réagi en tant que maman, de manière assez timorée d'ailleurs. Mhm. Mais on n'a pas parlé d'elle finalement. On l'a pas vue Voilà. évoluer. Ouais. Sachant aussi que c'est la femme blanche qui a bien parlé de sa vie de couple en tant que mère, etc. Et là, en fait, c'est là encore, on se dit, mais pourquoi en fait, enfin, après moi, c'est le pourquoi. Peut-être que je suis peut-être trop réac ou bien trop, on va dire, extrême, etc. Mais je trouvais en fait que là, la voix devait être donnée en fait aux hommes noirs et aux femmes noires et Et pouvoir même à parler en ses fait dans tous enfants, les sens. même à ses enfants. Même à ses enfants aussi. Elle amenait les réponses, elle me posait les questions en formulant déjà un peu la Oui, réponse. Ah en oui, demandant chez mamie comment un tu tel, manges tu tes manges mamies, avec tes etc. doigts. Ouais, ouais. Enfin, bref, voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui font réagir sur ce reportage. Mais en même temps, voilà, c'est l'agenda qu'il y a derrière. On a l'impression qu'il y a un agenda de complaisance et de vouloir en fait caresser dans le sens du poil les racistes communs français, dans le sens où tu n'es peut-être pas raciste, certes, mais tu peux avoir des actes racistes au quotidien qui sont Ouais. issus en fait de ta culture, qui sont issus de ton éducation, etc. Notamment à travers des stéréotypes et autres. Et donc, du coup, c'est important en fait d'apporter en fait une remise en question. Là pour moi j'ai vu, d'abord c'était un documentaire. Ok, le racisme existe. Ok, avant il y avait ça. Ah ça me choque. Ah ben ok, mais demain je vais continuer en fait je vais continuer ma vie sans me remettre en question. Et voilà. Et on Ouais. continue. Je sais juste qu'il y a des noirs qui sont tristes et qui vont mal. Mais regardez, l'équipe de France, il y a des noirs dans l'équipe de France, il y a aussi des blancs. C'est pas beau ça. Regardez un couple mixte, c'est beau. Mais voilà. Enfin, bref. Ouais. Je vais essayer Greg, je voudrais que d'agir. je voudrais que tu réagisses. Et puis, comme l'heure avance, je veux aussi qu'on parle justement un petit peu voilà, de tous ces gens qui sont force de proposition, des choses voilà, avec Oui. plutôt des solutions pour faire avancer un petit peu la discussion. Mais Greg, Ok. j'ai envie d'entendre Oui, aussi. j'ai souri quelquefois parce que quand je regardais l'émission et puis après en regardant certains commentaires sur Twitter, etc., il y a toujours cette remarque qui me revient d'amis blancs qui disent en fait vous êtes super émotifs, comme si eux n'étaient pas émotifs. Mais le truc de se dire en fait il y a tellement d'émotions chez vous quand quand on parle de ces sujets. Et c'est vrai que j'ai pu ressentir je veux dire, France 2 a dû faire un carton au niveau audimat avec cette émission, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Et donc dans les réactions, il y a aussi des réactions qui allaient dans tous les sens et dont l'émotion. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est plusieurs choses. On est tous sur ce chemin, avec des expériences différentes, avec des moments de compréhension qui sont différents. Et donc, que Soprano ait tenu ce discours, ou que ce soit ça son point de vue, bon, je peux le regretter, mais s'il est encore à ce niveau de compréhension-là ou de construction identitaire, ben, j'espère qu'il va pouvoir avancer et transmettre autre chose, notamment à ses enfants, parce que ben, ses enfants vont regarder notamment la sphère familiale, maman et papa, et papa en tant qu'homme noir, ben, qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre? Ouais. Et souvent, ben, pour ceux qui sont parents, ce que j'ai pu apprendre, c'est en fait, ce n'est pas tellement ce que tu dis qui importe, mais c'est comment est-ce que tu te comportes. Bien Et sûr. donc, l'analyse entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et donc, c'est plutôt là, je pense. Quand avec les générations précédentes, on a vu des parents, en tant qu'enfants, à raison, longer les murs, baisser la tête, malgré ce qu'on pouvait dire à la maison, mais ce sont des comportements qu'on pouvait observer peut-être à l'extérieur pour ceux qui ont eu ces comportements-là avec leurs parents ou en entreprise. Et en tant qu'enfant,
ou adolescent, tu analyses cela. Tu n'en parles peut-être pas, mais c'est quelque chose que tu remarques. Enfin bon, bref, ça c'était par rapport à Soprano. La deuxième chose par rapport au couple mixte, j'ai envie de dire, oui, on en a parlé hier, Dominique, on ne sait pas tout ce qui a été coupé. Ouais. On ne sait pas tout ce qui a été coupé pour faire ce reportage. Donc, ils ont mis un accent, ils ont donné une orientation, mais on ne sait pas tout ce que d'autres personnes, ou même ces mêmes personnes, ont pu dire et qui ne font pas partie de ce reportage. Et donc, l'autre côté, j'ai envie de dire, ben, de nouveau, pareil, si lui, il en est là et c'est ça sa vision, ben, ok, c'est juste une vision ou une expérience de couple mixte. Tous les couples mixtes ne sont pas comme mais ce ce que tu dis, couple-là. c'est encore plus, entre guillemets, incriminant pour le doc, entre guillemets, l'objet télévisuel et les gens qui l'ont produit. Parce que s'il y avait effectivement d'autres points de vue qui ont été partagés et qu'on a choisi de ne pas, tu vois, je veux dire, de ne pas les inclure, c'est peut-être encore pire dans la démarche. On parlait un peu entre guillemets, voilà, tu as dit marketing, parce que j'allais dire propagande tout de suite avec mes grands mots. Propagande, On va ouais. dire de marketing de la France et de l'image qu'on peut se faire de notre société en général. Et effectivement, ça participe de ça. C'est le choix, la ligne éditoriale qui est prise et les choix éditoriaux qui sont faits. Et le dernier point, pour peut-être déjà embrayer sur le côté solution dont tu voulais parler, en regardant le reportage et puis surtout en écoutant et en lisant les commentaires, je me suis dit en fait, ben pour les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce reportage ou qui trouvent qu'il y a des pistes qui n'ont pas été abordées, j'ai envie de dire, mais faites-le, ce reportage que vous recherchez alors. Ouais. Parce que à ce stade-ci, aujourd'hui, il y a des pistes, il y a des solutions, KissKissBank ou je ne sais pas combien d'autres organisations permettent de pouvoir mettre sur pied une cagnotte où il y a peut-être des gens qui ont de l'argent et qui sont intéressés par la production et de voir qu'il y a un intérêt, donc il y a potentiellement un marché pour faire d'autres reportages. Faites-le. Ça va coûter, je ne suis pas du domaine, mais ça va coûter 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Ben, monter sur pied un projet, un programme et proposer justement ces reportages, ces documentaires que vous n'avez pas trouvés dans celui-ci et dans les précédents. Je vois dans les commentaires, dans les commentaires ici, le fait que par rapport à la distraction et ce que tu disais, Grégory, sur ton contact qui a dit vous êtes tellement émotif. Et c'est vrai que j'ai déjà eu cette conversation, moi, par rapport au fait qu'on est émotif, mais quelque part, bon, si une personne lambda qui n'est pas confrontée, parce que c'est pas son identité ou son expérience, peut parler éventuellement avec plus de recul, effectivement, ça devient plus compliqué d'être complètement sans aucune émotion dès lors qu'on parle de ta vie, tes enfants, ton couple ou que sais-je, tu vois, tu es beaucoup plus directement touché. Maintenant, là où effectivement je rejoins le commentaire, c'est que on le voit dans la façon dont le teaser a été fait, donc tout était tourné sur comment attiser ces émotions. Tu as été chercher ce truc avec les enfants et tout, et quelque part, effectivement, on est tous tombés, on a tous regardé, non? Les parts d'audience, les millions de téléspectateurs, on est tous tombés dans le panneau, mais vraiment bien comme ils avaient prévu. Et donc, dans cette optique-là, ils ont vraiment bien réussi leur coup. À nous de peut-être se dire, OK, ben finalement, tout le temps qu'on passe, c'est vrai qu'on est en train de parler ici, on en parle encore quasiment une semaine après, et peut-être de rediriger peut-être notre énergie, et comme ça on va faire aussi un peu la transition vers les solutions, redirigeons peut-être notre énergie à essayer de trouver des pistes de réflexion et de solutions. Mais je sais que Sabrina, toi, j'appelle Lison Sabrina de manière interchangeable, en fonction du nom qui est le plus facile à prononcer par les anglophones apparemment, je pense que tu choisis l'un ou l'autre, mais de parler un peu de ce que tu fais justement au niveau de ton collectif, au niveau de la représentation, etc., plutôt d'un point de vue artistique et créatif, je pense, de ce que vous faites. Tu peux nous en parler un peu Déjà, la cagnotte, il y avait déjà une cagnotte qui était mise en place par un board management, en fait, un regroupement de d'autres d'autres organisations noires qui ont fait du lobby au gouvernement, à des grandes entreprises development, immobilier, et en fait, ils ont réussi à récolter 50 000 pounds. Et redistribuer cet argent directement à des associations minoritaires dans mon quartier en fait. Et maintenant je fais même partie du board management. Donc le prochain round, je vais pouvoir aussi distribuer ces fonds. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à
à peu près créé la première exhibition en groupe avec 27 artistes noirs de différents backgrounds, etc. Et ça a eu vraiment un impact, on va dire même international, en France. J'essaie d'avoir des contacts en Belgique pour aussi peut-être potentiellement avoir une exhibition et aussi encourager les artistes noirs à être plus visibles dans d'autres pays. Et donc oui, c'est vraiment cette communauté qu'on essaie de créer parce que c'est très dur de, comme vous l'avez dit, comme vous le savez, de regrouper de personnes, de travailler ensemble et mettre l'argent et le temps, etc., etc. Mais c'est possible. Et puis voilà quoi. Je sais pas quoi d'autre dire, mais dans les solutions, je pense que c'est vraiment promouvoir l'art et la culture à tous les niveaux en fait. C'est ça, et je me souviens que tu m'avais dit à un moment donné, lorsqu'il y a Black History Month au UK, qui est une institution, hein, pas comme en France et en Belgique où c'est pas vraiment observé ou vraiment très très connu du grand public. En UK, en revanche, c'est quelque chose qui est vraiment très suivi et que, notamment au niveau des artistes, comment on peut dire, on mandate des artistes, je reviens plus sur le mot technique exact, mais si on demande à des artistes blancs finalement de créer une œuvre pour Black History Month. Et tu te disais, mais c'est quoi cette absurdité totale? Et donc, c'était aussi un peu ça qui avait motivé un peu ta démarche aussi de mettre en avant et de pouvoir soutenir aussi les artistes de la communauté. Oui, non, c'est sûr. Et puis, moi, je représente deux communautés. Donc, il y a la communauté noire et il y a la communauté latino aussi. Parce que je suis afro-latina, je suis franco-brésilienne. Donc, c'est vraiment, il faut pas avoir peur, en fait. Je pense qu'il faut vraiment savoir qui on est et que dans cette société, on a une place et faire des cool calls, quoi. Moi, j'ai appelé les gens en leur disant, voilà, c'est ce que je veux faire, je suis artiste, et puis aller de l'avant, quoi. Et bon, j'ai un peu dédicacé ma vie parce que j'ai quitté mon travail et je fais ça à plein temps maintenant, mais c'est vraiment ne pas avoir peur. Et oui, tu vas te recevoir des claques. Dans d'autres environnements, par exemple à Anvers, je me suis reçu plein de claques, mais petit à petit, les gens commencent à me reconnaître. Ils savent que je suis artiste, ils savent qui je suis, ils savent que je représente cet artiste, et voilà quoi. Et aussi être un role model, je sais pas trop comment on dit en français. D'ailleurs, mon français un peu voilà, mais role model pour les jeunes quoi. Parce que encore une fois, moi, j'avais pas de role model en grandissant, et je pense que c'est ça aussi qui est très important quoi. Mais c'est ça, je sais que dans une conversation, on avait parlé du fait que bon, c'était peut-être aussi toxique d'imposer toujours l'excellence comme nos parents ont pu le faire, nous dire tu dois être le meilleur. Mais quelque part, c'est pas forcément de dire tu dois être le meilleur, mais en tout cas, c'est de dire ça existe et tu peux. Tu dois pas, mais tu peux. Et ça peut être possible. Et c'est que quelque chose soit de l'ordre du possible pour un enfant, ça change tout. Dans la façon dont il va aborder son parcours, tout simplement. Dès lors que tu sais qu'il y a une possibilité versus le fait de te dire non, c'est complètement bloqué, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, bah, clairement, d'un point de vue cognitif, tu vas te fermer aussi. J'aimerais bien entendre un petit peu. Moi, Greg, dis-moi. Oui, rapidement, par rapport au côté promotion d'artistes, je voulais juste mentionner qu'il va y avoir bientôt Black History Month Belgium, qui a une organisation qui est très active par rapport à ça, et justement avec une communauté d'artistes. Et peut-être que si vous n'êtes pas encore en contact, ça pourrait être une opportunité pour toi de te connecter avec eux et de voir si vous avez une possibilité de collaborer, parce que justement, ils ont aussi cette vision de vouloir mettre plus en avant les artistes afro. Clairement. Non, mais c'est ça, il faut absolument commencer. Voilà. Parce qu'il y a des. Ça en revient au truc de la visibilité. Hein. Il y a un peu une espèce d'isolement, je sais pas, ou en tout cas de perception, où c'est un peu opaque. On ne sait pas forcément, si on n'est pas dans le milieu ou quoi, on ne sait pas forcément ce qui se passe et ce qui s'y fait. Et donc, lorsqu'on a la possibilité de connecter des autres, cette importance des réseaux, pour moi, c'est primordial. Et lorsque tu es en position, justement, où tu as des informations, tu donnes, tu repartages, tu informes et tu amplifies les messages,
pour que les gens puissent se trouver, en fait. C'est vraiment ça, pour pouvoir se trouver. Donc, ouais, allez les suivre, allez suivre ce qu'ils font. Et je vous encourage aussi tous les gens aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, les gens qui participent au live, nos invités, allez les suivre aussi, suivre leur travail. Je voudrais vous entendre un peu, Greg et Gabi, sur les actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, qu'on peut prendre finalement pour essayer d'être un peu aussi moteur de ce changement, être force de proposition ou dans notre soutien, je sais pas. Gabi? Ok, merci. Moi, je pense que Greg l'a relevé tout à l'heure. Je pense que c'est le fait qu'il faut qu'on devienne aussi un lobby, dans le sens où, voilà ce qui se passe en Angleterre en fait. Dans le sens, un lobby, c'est quoi? C'est un rassemblement de personnes. Parce qu'on sait qu'individuellement, nous pesons certes, mais moins que si nous nous rassemblons. Et être plus organisé. Ça, c'est dans l'idéal en fait. Le gros problème, c'est que voilà, chacun essaye de faire son chemin de son côté. Et puis, par moment, on rencontre des égos, qu'on veut collaborer, etc. Les égos, les personnes, finalement, tu défends une cause et les autres personnes cherchent en fait à avoir le spotlight et autres, alors que la cause devrait être en avant. C'est clair, c'est idéal. C'est clair que chaque personne veut se retrouver. Lorsqu'on collabore, on veut tous se retrouver, on veut tous, quelque part, on veut dire, entrer dans nos frais ou autre. Okay. Mais je pense qu'il faudrait être moins timide et mettre nos égos de côté et collaborer. C'est ce que nous faisons beaucoup. D'ailleurs, nous collaborons aussi avec Black History Month. Nous avons collaboré l'année précédente. Et voilà, aujourd'hui peut-être encore. Enfin voilà, on attend de voir justement comment va se dérouler l'organisation cette année. Mais voilà, et voilà pourquoi ce genre de mouvement comme Black History Month et d'autres aussi qui existent sont nécessaires pour que l'on puisse fédérer. Et même si c'est sur un projet commun peut-être où plusieurs associations d'afro-descendants se retrouvent pour faire quelque chose de gros, un gros coup une fois par an ou que sais-je, c'est suffisant. C'est suffisant, pas besoin en fait de collaborer chaque mois. Non. Une seule chose sur laquelle on se dit, OK, il y a tel événement, etc. Est-ce qu'on peut se retrouver? Voilà. Et donc, du coup, nous-mêmes, nous œuvrons là-dedans. Par exemple, nous faisons Black Mentoring se concentre beaucoup sur la mental health, mais aussi connecter les personnes, notamment, par exemple, grâce au réseau de Black Mentoring, le psychologue avec qui on collabore, maintenant peut vivre maintenant de ça, en fait, de consultation. Avant, il devait travailler aussi ailleurs, etc. Mais grâce à Black Mentoring, ça a ouvert le débat sur la santé mentale et aussi sur un réseau de psychologues noirs et d'autres experts noirs. Et donc voilà, c'est des choses en fait, c'est des petits pas, mais qui sont vraiment grands pour nous. Et voilà, donc du coup, aussi se concentrer sur le mentoring, parce qu'on parle beaucoup de role model, ce qui est important, mais on a peu de mentors. Et c'est important de se retrouver et avoir en fait des personnes qui ont déjà battu des chemins en fait avant nous. Personne de notre communauté, tu veux dire. Oui, qui ont battu le chemin devant nous et qui peuvent nous dire, OK, voilà les difficultés que tu vas rencontrer, mais t'en fais pas, moi j'ai des cheat codes. Avoir un mentor, c'est un cheat code pour la vie. Et ça, on en parle pas assez, et je pense que Greg là-dedans est avancé, plus avancé, a beaucoup plus d'expérience. Et voilà, ce qu'il fait vraiment m'intéresse énormément parce que c'est important de être non seulement une puissance sociale, mais aussi une puissance économique. Et quand je dis puissance économique, c'est-à-dire que chacun en fait puisse être en fait se retrouver quelque part dans son projet professionnel et autres. C'est super important et on n'en parle pas assez. C'est bien d'avoir des idées, les idéologies sont importantes, mais dans la pratique aussi, c'est aussi bien de se retrouver et d'être en fait une puissance économique aussi. Ouais. Voilà. Ça fait très capitaliste ce que je dis, mais c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité parce que plus tu es justement, plus tu comptes, mais on le voit, les entreprises depuis 2020 et les événements tu vois, et le mouvement qui en a découlé, qui se sont rendus compte aussi, OK, t'as quand même, voilà, il faut quand même faire attention à ce consommateur-là. Et quelque part, plus on pèse, donc si on soutient les Black-owned business et qu'on voit qu'au niveau il y a une économie là qui est en train de fleurir,
ça montre aussi quelque part que voilà, ça compte. On parlait du manque de quotas, enfin du manque de statistiques ethniques, etc., pour soutenir des décisions des autorités. Ben, quelque part, les chiffres, ce sont des données. Ben, voilà, les Voilà. chiffres financiers de dollar sign ou d'euros, ce sont des données chiffrées, justement. Et Hein, les données, les données, ça rapporte énormément. Et beaucoup seraient prêts à payer pour ces données-là. ouais, ouais. Donc voilà. Mais non, mais Mais- je te rejoins sur l'histoire de devenir effectivement de devenir un lobby. Au niveau de ce que, parce que du coup, ce qui est bien, au niveau de la façon dont on se regroupe et on est ensemble, etc. Au niveau des actions individuelles du quotidien, parce que du moment que tu disais, ouais, on se regroupe autour d'un gros événement et tout le monde met sa force sur ce gros événement pour faire un énorme impact. Au niveau des actions individuelles, je dirais, pour ceux d'entre nous, notamment qui sont parents peut-être, ou au sein de nos entreprises, quelles sont les choses que vous avez vu faire ou que vous faites ou que vous recommandez aux gens de faire? Dis-moi. Ouais. Je vais dire, parce que c'est mon activité au quotidien par rapport aux entreprises, donc je vais prendre ce biais-là. Je viens d'entendre mentoring, évidemment, c'est très important. Mais pour revenir un petit peu sur le sujet du reportage et ce dont on est en train de parler, en fait, il y a une dimension structurelle qu'on ne doit pas oublier. Et donc, le mentoring, évidemment, ça permet en one-to-one ou avec plusieurs personnes de pouvoir donner des clés. C'est important, évidemment. Mais ça ne change pas le côté structurel de la chose. Et donc, à un moment donné, l'autre pièce que je voudrais ajouter en plus du mentoring, c'est le sponsorship. C'est d'avoir des sponsors aussi dans ces entreprises. Et c'est là où j'essaye, avec notre équipe et la communauté l'écosystème qu'on est en train de créer, c'est de pouvoir aller, d'une part, approcher certaines entreprises, en challenger d'autres et leur faire comprendre qu'entre le discours qu'elles tiennent sur la diversité, l'inclusion et la réalité de leurs pratiques et de la composition des équipes, il y a encore un gap. Et que ce gap, évidemment, a un impact déjà pour les personnes qui sont en interne, par exemple afro-descendantes, et qui se rendent compte de ce comportement schizophrénique d'une certaine façon entre l'entreprise qui fait le marketing, mais eux en interne ou elles en interne qui sont maltraités ou qui n'ont pas les mêmes opportunités, ça c'est un. Et puis surtout, la communication vers l'externe. Donc du coup, c'est de pouvoir aussi travailler avec les entreprises qui ne le font pas juste d'un point de vue charité ou pour bien se faire voir, mais qui comprennent que ça fait partie de leur raison d'être et de leur survie en termes de proposition de valeur. Et donc là, pour moi, c'est l'accent d'essayer de trouver des personnes dans ces entreprises à tout niveau hiérarchique qui veulent servir de sponsors, qui vont servir de personnes qui vont parler de cette problématique en interne pour pouvoir vraiment mettre sur pied des solutions et de l'investissement pour qu'il y ait des manières beaucoup plus efficaces et équitables de pouvoir faire en sorte que des personnes qui ont les compétences aient accès à des entretiens d'embauche, aient accès à des promotions et juste pouvoir déterminer si tu es bon, si tu es bonne ou si tu es mauvaise dans ce que tu fais et rien d'autre. Donc ça, c'était un élément. Les quotas, je voudrais réagir là-dessus. Je comprends qu'on ne soit pas forcément pour. Mais j'ai envie de dire, de ma petite expérience, il y a déjà des quotas en place, de mon point de vue, qu'on se le dise. Je n'ai rien contre les hommes blancs, au contraire, mais il y a toute une série d'hommes blancs qui sont en place, qui n'ont aucune raison d'être à la place où ils sont. Donc, ils bénéficient d'un système de réseau, ils bénéficient d'un système parce que papa, maman, grand-père, ceci, cela, on peut te placer à un endroit, il y a un carnet d'adresses, et ce ne sont pas plus forcément les plus performants ou les mieux placés pour occuper la place qu'ils occupent. Et donc, pour moi, ça, c'est déjà un système de discrimination positive ou de quotas. Ce n'est pas celui dont on parle, parce qu'on met l'accent sur ceux qui ne sont pas dans l'entreprise, mais ceux qui sont en entreprise et qui en ont bénéficié, c'est aussi une discrimination ou un quota, et on n'en parle pas souvent. Oui, mais c'est cette force du réseau et du privilège qui fait que les gens qui sont connectés dans un réseau et qui, de par leur appartenance à un groupe ethnique, donc comme tu dis, les hommes blancs, ont ce privilège-là dans la société, quand tu couples ce privilège-là au réseautage, ça leur donne un edge énorme au niveau de... Pour autant que tu aies les compétences. Ce qui est problématique, ce sont les personnes qui n'ont pas ces compétences. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Là où effectivement, c'est comme tu dis, ça leur donne un avantage, même lorsque finalement on se rend compte que les compétences ne sont pas nécessairement... c'est pas juste un choix en te disant, bon, à compétence égale, je vais favoriser le fils de mon pote. Tu vois, ça encore à la limite, tu pourrais comprendre. Mais bon, là où il y a une leçon à prendre, c'est que même si effectivement tu ne pourras pas endiguer ça comme ça, single-handedly, changer les choses du jour au lendemain, en revanche, on peut apprendre de certaines choses en se disant,
plus nous, on sera en réseau, plus nous, on sera en train de se connecter, de s'élever, de s'amplifier, au plus on aura aussi la possibilité d'utiliser le privilège qu'on a dans l'un et l'autre, Absolument. dans telle ou telle situation. Tu vois ce que je veux dire? De ton expérience, de Absolument. l'expérience de Gabi, de l'expérience de Vision, de mon expérience, de pouvoir faire bénéficier la communauté de cette expérience-là. Et au plus on va pouvoir faire ça, au plus on aura du poids. Donc je pense vraiment que, ok, c'est pas la panacée, mais c'est une piste de... D'une manière concrète, si tu me permets, je voudrais lancer un appel. Et bon, on a eu l'occasion d'en parler. Je ne sais pas si tu me permets de pouvoir partager la piste, la perche que je t'ai lancée, notamment au niveau workshop, etc. Mais donc concrètement, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'équipe du MIG? On a un projet qui s'appelle You Belong. Et donc ce projet vise à faire deux choses. La première, c'est d'offrir une série de workshops pour les personnes qui sont en perte de confiance ou qui ont besoin, par exemple, de soutien au niveau professionnel, que ce soit d'un point de vue CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, négociation salariale, enfin bref, tous ces outils qui peuvent permettre de mieux se vendre, de mieux se valoriser et d'augmenter ses chances sur le marché de l'emploi. Donc, c'est de proposer toute une série de workshops entre maintenant, donc on va dire février et décembre cette année-ci. Pour donner les outils et les codes. C'est ça. Et donc, en général, on va essayer de tabler, de faire ce genre de workshop chaque dernière semaine de chaque mois. Ça, c'est une piste. La deuxième piste sur laquelle nous travaillons, c'est d'une part de prospecter des entreprises qui nous disent rechercher de la diversité ou qui ont un besoin donc de compétences et qui voudraient diversifier, notamment en attirant des afrodescendants et des afrodescendantes, mais qui n'arrivent pas à se connecter à elles et à eux. Et donc, nous voulons servir de pont pour prospecter ces entreprises. Donc, on a déjà fait le projet l'année dernière. Donc, c'est des données publiques, je peux vous partager les infos. Comme entreprise, on a eu SAP, donc au niveau informatique. On a eu la Banque nationale de Belgique qui est venue participer. On a eu McKinsey Company qui est venue. Et on a eu un programme de la Fondation Roi-Baudouin qui s'appelle le Fonds Prince Albert, qui envoie des jeunes professionnels à l'étranger pendant 1 an pour du business development. Donc là, on est reparti pour 1 an à prospecter des entreprises. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on propose aux entreprises de venir se présenter leurs activités, leur processus de recrutement, et on crée aussi un débat avec les personnes qu'on aura attirées qui correspondent au profil que ces entreprises cherchent autour de la diversité et l'inclusion au sein de ces entreprises. Et donc, c'est une manière je ne promets pas un job, mais on essaye vraiment de pouvoir créer la rencontre avec l'entreprise, la rencontre avec les managers, pour qu'il y ait cet espace de communication qui s'installe. Et si l'entreprise vous plaît ou vous intéresse, ben après, vous avez un nom, vous avez un email et vous pouvez prendre contact par la suite pour pouvoir candidater. Donc, pour moi, c'était l'élément principal que je voulais partager de manière concrète de ce que nous faisons au quotidien. Et donc, la dernière chose, les profils que les entreprises recherchent, évidemment, c'est à Bruxelles, c'est assez niche, mais c'est en général des personnes qui ont un diplôme universitaire, donc bachelor ou master, et qui ont des compétences linguistiques. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes en réorientation professionnelle et qu'on pourrait collaborer ou qu'on pourrait en discuter, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et de tenir au courant des entreprises avec lesquelles nous allons collaborer potentiellement cette année. C'est un bon point, Grégory, parce que... Celle qu'on a déjà collaboré avec. C'est un bon point ce que tu dis, parce que au niveau de la représentation, parce qu'on n'a pas parlé de la représentation vraiment dans les entreprises, mais effectivement, lorsqu'il y a des démarches, on va se rendre compte qu'elles vont souvent porter sur des programmes entry-level, des internships, tu vois, des stages, des premiers emplois, et qu'il y a peut-être une difficulté à se représenter la personne afrodescendante dans un poste de compétence, dans un poste d'expérience, dans un poste plus senior. Et du coup, le fait que toi, tu cherches vraiment à aller chercher ces profils de gens qui ont vraiment des diplômes, les compétences linguistiques, où c'est déjà beaucoup plus difficile de te dire « Ah oui, mais on ne peut pas le prendre parce que… c'est important aussi de pouvoir aller justement challenger ce regard qui est peut-être biaisé. Hein. Je ne dis pas que c'est volontaire, mais il y a un bias qui est évident. Avec un peu le complexe, avec le mélange du complexe du white savior, où on se dit « Oh, on va offrir un stage à ces pauvres gens, tu vois », et peut-être moins se dire comment est-ce qu'un expert, quelqu'un d'expérimenté, de senior, issu de la communauté afrodescendante, va être un asset, un atout pour mon entreprise. Et c'est ce changement de regard qui est important. Je pense qu'il faut qu'il s'opère vraiment au niveau corporate, en tout cas. Un dernier point très rapidement que j'ai oublié, si tu me permets. Si dans votre réseau,
ou les personnes qui nous suivent, vous avez un intérêt, par exemple, pour le secteur financier et plus précisément les assurances. J'ai discuté la semaine dernière avec une entreprise qui est prête et investie dans les profils qui sont tout à fait juniors avec aucune compétence dans le domaine, mais qui ont un Mais qui les intérêt forme. et qui veut les former et qui recherchent juste la motivation. Donc, c'est vraiment Ok. quelqu'un qui veut s'investir dans l'entreprise, qui veut travailler en équipe, parce que c'est une entreprise où il y a apparemment une importance au niveau des relations et créer cette dynamique comment je veux dire, entre collègues. Et donc, ils ont un programme qu'ils mettent en place et ils m'ont dit, Grégory, on voudrait vraiment pouvoir attirer des profils divers, mais Oui. à tous les niveaux. Et on met sur pied vraiment un accompagnement avec du mentoring, avec du coaching, avec des formations. Et c'est juste avoir un intérêt à grandir dans le secteur des assurances. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans ce domaine ou qui ont un intérêt potentiellement pour ce domaine, ravi de vous faire rencontrer cette entreprise. Bon, maintenant, le disclaimer, c'est que je prends ce que les entreprises me disent vraiment face value. Oui. J'essaye de les challenger le plus possible, mais je ne suis pas dans l'entreprise à ce stade-ci, donc je ne sais pas si ce qu'on me dit est réel ou si c'est aussi du marketing. Ça, c'est ce que j'essaye de pouvoir quantifier, de pouvoir calibrer. Mais en attendant, s'il y a Déjà, il des y a opportunités l'opportunité comme qui est là, celle-là, qui n'est peut-être voilà, qui n'est peut-être pas là pour d'autres personnes ou dans d'autres c'est endroits. ça. Donc, encore une Allez-y. fois, c'est déjà quelque chose et c'est déjà avancé. Gabi, j'ai envie de te proposer aussi de parler un peu de solutions. Tu as notamment abordé le point du fait que, voilà, à travers la personne que tu engages pour faire cet accompagnement psychologique, le fait de choisir une personne de la communauté, enfin, non seulement effectivement ça apporte un point de vue très, très, très particulier et voilà, comment dire, très intime avec justement ce qui est abordé, mais ça soutient économiquement une activité d'une personne issue de la communauté. Tu as d'autres exemples comme ça dans les autres de ce projet que vous faites ou dans ce que tu vois autour de toi, d'exemples comme ça où les gens s'amplifient et se soutiennent? Écoute, voilà, dans le projet, dans ce genre de projet, par exemple, voilà, moi, j'avais déjà auparavant créé une association d'étudiants africains, comme j'ai pu l'énoncer plus tôt dans le live. Et voilà, aujourd'hui, nous étions étudiants, aujourd'hui, nous sommes tous à des postes, voilà, respectables, et dans des positions où on va pouvoir aussi, on a créé notre réseau alumni qui permet en fait, voilà, si maintenant une personne cherche un stage ou que sais-je, ou une aide, etc., quelconque, on va pouvoir en fait se dire, ok, pas de souci, moi, je peux prendre ton dossier et le mettre en fait en haut de la liste pour pouvoir avoir un stage Ou avoir et une autres. conversation avec toi pour te donner un Voilà. peu les Et c'est codes, ça. comment ça Oui, oui, marche, oui, comment oui. naviguer. Voilà. Parce on est tous passés par ce passage-là de stage. On cherche un stage, on n'arrive Ouais. pas, parce qu'on n'a pas les contacts, on connaît pas les personnes qui sont assez bien placées, etc. Et dans la vie, il faut savoir que le plus important, après ça, c'est ce que je pense, hein, ça n'engage que moi. Le plus important n'est pas le portefeuille, mais le portefeuille de contacts que tu as. Ça, Ouais. c'est c'est super, super, super important. Et si de mon côté, j'ai un frère ou une personne de mon contact qui réussit, c'est ma réussite à moi. Donc, j'ai tout intérêt, en fait, à soutenir les personnes qui sont autour de moi. Et voilà, c'est une philosophie dans laquelle, en fait, j'ai grandi, une philosophie que j'essaye d'inculquer justement aux gens autour de moi. Et voilà pourquoi, en fait, le fait de soutenir les business d'afro-descendants, c'est super, super important. Parce que si je peux mettre, allez, je caricature, hein, si je peux mettre 300 euros sur un Louis Vuitton, désolé, je peux mettre un 75 euros sur Mais bien sûr. une marque indépendante. Mais bien sûr. Et là, je vois où l'argent va. Je vois en fait l'argent évoluer. Je vois en fait ce à quoi je contribue. Et voilà, c'est peut-être triste à dire, mais voilà, consommons mieux. C'est bien de consommer ça. Voilà, mais consommons mieux. Essayons de savoir où on met notre argent. Et il faut faire le et voilà. travail de recherche, il faut s'informer parce que c'est vrai que tu peux te dire, ouais, mais j'en connais pas. Il y a des sites, hello, il y a, Voilà. hein, Il y tu vas a sur pas Google, de. mais oui, tu cherches, il y a Black Connection, ce compte français, donc Stéphie, elle met en avant plein de business, tu vois, afrodescendants. Il y a plein maintenant de plateformes où tu peux aller tu vois, si tu les suis, tu vas être amené à voir plein de différentes
entreprises, différentes initiatives, etc., justement lancées par des afrodescendants. Et donc, du coup, tu vas pouvoir t'exposer et puis tu vois ce qui te plaît. Tu n'es pas obligé de tout consommer. Mais si tu allais consommer quelque chose, si tu peux le consommer, moi je le vois quand on cherche à faire une vidéo, on cherche un créatif pour ci, on cherche une maquilleuse pour un tournage ou que sais-je, bah, essaye de trouver. Si tu trouves pas, tu trouves pas, mais essaye de trouver. Et surtout, lorsque tu l'as trouvé, paye-le bien. Paye-le comme tu aurais payé à quelqu'un qui européen, quoi. Parce qu'effectivement, il y a aussi peut-être le truc de se dire, encore une fois, dans les bias qu'on peut avoir nous-mêmes aussi, comment est-ce qu'on valorise les gens de la communauté. Et je pense qu'il y a chez beaucoup de personnes un travail aussi à faire en se disant, voilà, faut que je valorise autant. Hein, tu vois, faut pas que je fasse le soprano et tout ça. Faut que je valorise autant le travail parce que si c'est qualitatif, pourquoi tu le paierais moins, tout simplement, quoi, tu vois. Si tu as les finitions à la Louis Vuitton, c'est pas parce qu'il n'a pas le nom Louis Vuitton. Si c'est bien fait, paye-le bien. Tu vois. Voilà, c'est ça. C'est clair. Ben, écoutez, voilà, il se fait tard, on va tous un petit peu penser à aller se coucher. Mais en tout cas, je voulais vous remercier et je voulais surtout encourager parce que je vais poster, si vous permettez, je vais poster la vidéo en replay et vraiment, vraiment encourager les gens qui nous suivent à aller suivre les comptes des gens qui sont intervenus aujourd'hui et vraiment aller vous renseigner sur ce qu'il fait, aller suivre Black Connection. Je vais le partager parce que je vais encore me tromper dans les points machin et tout ça, dans les noms exacts des comptes, mais je vais partager tout ça. Vous pouvez vraiment aller trouver là plein d'inspiration pour suivre des business, que ce soit dans le digital, dans le créatif, dans le body care, hair care et plein de choses comme ça où finalement ce sont des choses qu'on consomme. Alors au lieu d'aller les acheter ou finalement dans des endroits où c'est peut-être pas des choses qui sont faites par les gens de la communauté mais qui ont peut-être été repris parce qu'il y a plus de réseautage, plus de solidarité dans certaines autres communautés, etc. Mais de se dire voilà comment soutenir les petits entrepreneurs, leur donner de la force et comme ça devenir ensemble vraiment force de changement, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui, d'avoir échangé avec tout le monde. Je sais pas, Lison, si tu voulais encore nous dire un petit quelque chose. Voilà. Bah, si vous connaissez des artistes afrodescendants en Belgique et que vous savez qu'ils ont des talents, ils ont pas besoin d'aller à l'école d'art ou je sais pas quoi, envoyez-moi un message car un de nos partenaires a une online gallery, l'une des plus grandes du monde, et donc on est en train de bâtir une collection avec eux, en partenariat avec eux. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour quelqu'un qui a du talent et qui veut montrer son art de se faire voir dans le monde entier. Donc, je suis pas juste UK-based. J'insiste vraiment, je suis ouverte à tout, que ce soit en Belgique, en France, en Italie ou partout dans le monde. Voilà. Donc, c'est ça, donner de la visibilité, partagez dans vos stories. Quand vous voyez un truc chouette, vous avez mangé vous avez testé un resto, moi je le fais, j'adore. Hein, quand je trouve un bon traiteur, un bon resto, repartager, ça donne envie, ça fait plaisir à voir, c'est plaisir pour les yeux. Et si vous pouvez inciter 2-3 de vos contacts à essayer à passer le pas et essayer le service ou le produit de la personne, ben voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. On les gagne tous au final, quoi. Ok. Ouais. Ok, merci en tout cas. Merci à tout le monde et bonne nuit et bonne semaine à tout le monde. Ciao. Merci. Ciao.